Allez, merci Maxime et bonjour à tous. Je suis heureux d'être là pour vous présenter l'agronomie et puis surtout parler nutrition, minceur, santé, prévention des maladies métaboliques. C'est mon credo depuis 40 ans. Je vais me présenter si vous voulez pour ceux qui me connaissent pas. Donc j'ai une carrière de pharmacien d'officine à la Renaissance à côté d'Intermarché pendant 20 et quelques années. Avant j'étais à Rosières à côté de Vorey, entre Vorey et Saint-Jean. Et avec ma femme, donc on a tenu la pharmacie jusqu'à 4-5 ans. J'ai arrêté à 4-5 ans pour me consacrer à des choses qui me plaisent plus que le comptoir de la pharmacie, qui me déplaisait pas, mais un temps pour tout, et on vieillit. Alors je me suis intéressé aux compléments alimentaires et à tout ce qui tournait autour de la prévention des problèmes de santé et de surpoids depuis une trentaine d'années, parce que j'ai commencé à m'y intéresser lorsque j'étais capitaine des pompiers au Puy. J'étais pharmacien capitaine et je suivais tous les ans la visite médicale des professionnels et des bénévoles, enfin des volontaires, on appelle ça les volontaires, et je voyais leur profil biologique, leurs analyses biologiques évoluer de façon négative au fur et à mesure que les années passaient. C'est-à-dire qu'à 20 ans, 30 ans, ils allaient très bien, ils étaient en forme, musclés, avec des analyses top. Et puis, plus ils avançaient en âge, moins ils faisaient d'exercice, plus ils avaient des habitudes sédentaires, plus ils prenaient du poids et plus ils arrivaient vers la cinquantaine avec des problèmes de santé qui devenaient quelquefois dramatiques, voire tragiques. Des accidents circulatoires, cardiovasculaires ou d'autres problèmes qui pouvaient être mortels. Donc ça m'a d'abord un peu interloqué, et puis j'ai été aussi concerné puisque dans ma famille j'avais mon père, mon grand-père qui était un peu portait bien et qui avait aussi collectionné les problèmes de maladies, ce qu'on appelle les maladies métaboliques, c'est-à-dire le diabète, problèmes de tension, donc médicaments, traitements, problèmes de complications style cataracte, style crampes, douleurs neuropathiques, problèmes pour articulaires, etc. Enfin bon, vous voyez toute la litanie classique. Donc je me suis posé la question, est-ce que moi aussi je vais faire comme ces pompiers? Est-ce que moi aussi je vais faire comme mon père et mon grand-père? Est-ce que moi aussi je vais consommer les médicaments que je vends à la pharmacie? Et ça me faisait pas trop plaisir parce que ces médicaments, c'est très bien quand on n'a pas d'autre choix, mais quand on a un choix possible, c'est mieux de les éviter parce qu'il y a quand même pas mal d'effets secondaires, comme vous le savez tous. Et moi, je savais donc en premier. Donc voilà. Donc j'ai commencé à m'intéresser il y a 30 ans à trouver des solutions à cette petite prise de poids insidieuse qui arrivait après 30-35 ans, à ces petits problèmes de mauvais cholestérol qui augmentaient. On reparlera du cholestérol si vous voulez après. Cette dégradation de l'état de santé progressivement, sans que rien de grave n'apparaisse, si vous voulez, mais on sentait qu'il y avait quelque chose qui évoluait. C'est ce que je voyais, c'est ce qui me concernait aussi. Alors je me suis intéressé à la diététique classique, je me suis intéressé à tout ce qui était préconisé à l'époque dans mon environnement pharmaceutique, et j'avoue que j'ai pataugé pendant 5, 6, 8 ans, jusqu'à ce que à la charnière du siècle, vers 99-2000, je tombe par hasard, à force de faire et de chercher, sur une formation particulière à Dijon, à la fac de médecine et de pharmacie de Dijon, où un prof de pharmacologie un peu, je dirais, original, enseignait ce qu'on appelle la chronobiologie alimentaire, c'est-à-dire la façon de se nourrir en épousant nos rythmes biologiques, nos rythmes internes, nos rythmes hormonaux. La chronobiologie,
savez peut-être pas ce que c'est. Donc, en 2 mots, la chronobiologie, c'est la biologie et le temps. Biologie, donc c'est la vie et le temps. C'est principalement l'influence des rythmes sur notre santé, sur notre fonctionnement interne. On est tous, tout être humain, tout être même, je dirais, animal, tout être vivant, a un rythme. La moindre petite bactérie, le mammifère, l'algue, etc., les végétaux, tout a un rythme. On connaît les rythmes saisonniers, on connaît les rythmes des marées, on connaît les rythmes solaires, tout a un rythme, et toutes nos cellules ont un rythme, et nous avons un rythme aussi. C'est des engrenages rythmiques qui fonctionnent. Tout ça sous la direction du soleil, tout simplement, puisque c'est le soleil quelque part qui bat la mesure. Alors, il faut pas dire, comme j'ai dit dans mon livre, que la Terre tourne autour du soleil en 24 heures, mais c'est une image, elle tourne pas en 24 heures autour du soleil, mais disons qu'un cycle minima, un cycle unitaire, ce sont ces 24 heures, c'est cette alternance du jour et de la nuit. Et quand on regarde ce qui se passe dans le cas d'un être humain, entre le jour et la nuit, il n'a pas le même comportement. Il a des actions de réparation qui se font la nuit, et pendant le jour, il a autre chose à faire que réparer. Il vit, il se bat, il s'oppose aux infections, il a du stress, il a un comportement tout à fait différent. Et donc, il n'a pas les mêmes hormones entre le jour et la nuit, ce sont des hormones totalement différentes. Et ça, c'est la clé, si vous voulez, de la compréhension de la chronobiologie. Et après, on va voir qu'on peut l'appliquer à l'alimentation, et puis à l'alimentation végétale, la chronobotanique. Donc, l'idée, c'est, vous avez une voiture, vous la conduisez le jour, vous l'utilisez le jour, et la nuit, vous la mettez au garage, le garagiste vient, il la répare. Voilà. Cette voiture, c'est vous. Donc le jour, vous bougez, le jour, vous rencontrez des gens, le jour, vous mangez, le jour, vous avez des activités, vous avez du stress, vous vivez simplement. Et la nuit, vous entrez dans une phase de réparation, de régénération. Et la première chose qui vient à l'esprit, c'est de se dire que pour que cette phase de régénération ait bien lieu, il faut que tout se passe bien à certains moments de la journée, et en particulier en fin de journée, et en particulier quand on mange le soir. Il va falloir qu'on mange des choses qui n'empêchent pas cette régénération de la nuit. Parce que si cette régénération de la nuit n'a pas lieu, qu'est-ce qui se passe ? Vous allez vieillir plus vite. Et quand on dit vieillir plus vite, c'est quoi ? C'est prendre du poids, c'est avoir des artères plus rigides, c'est avoir une peau qui est moins souple, des rides qui se forment en vision extérieure. Et à l'intérieur, ça sera des dégénérescences progressives. Donc tout ça, c'est une réflexion, je dirais, tout à fait logique à la base. Il y a des différences entre le matin, entre la journée, entre la nuit, entre le jour et la nuit. Il va falloir s'en occuper. Et donc, première image clé de notre comportement face à cette alternance qu'on est obligé de respecter, c'est notre comportement par rapport au soleil. Le jour, il y a du soleil, on vit. La nuit, il n'y a pas de soleil, on dort. Et ça, c'est déjà une chose primordiale à respecter en dehors de l'alimentation, et pas évidente aujourd'hui. Pas évidente aujourd'hui, puisque je peux vous en témoigner. J'ai rencontré il y a quelques années sur Paris énormément de jeunes qui ne savent plus ou pas dormir la nuit. Pour eux, ils dorment quand ils en ont envie, ils mangent quand ils en ont envie, ils vivent dehors, ils se rencontrent quand ils en ont envie, mais plus en rythme avec cette alternance, je dirais, naturelle. Donc ça va, c'est dramatique. C'est dramatique aussi si vous avez un travail qui vous oblige à travailler la nuit, à être dehors, le pompier qui est de garde, le médecin qui est de garde la nuit, l'infirmière qui est de garde la nuit. C'est le bazar. Après, il n'y a plus de régulation hormonale correcte. Ça veut dire que la nuit, il n'y aura plus de réparation puisqu'ils seront au travail. Donc, ils vont se retrouver avec des comportements en inadéquation totale avec leur fonctionnement interne. Et il va y avoir des perturbations. Les plus évidentes, ce sont les cancers hormonodépendants.
On va reparler des hormones, les cancers hormonodépendants, cancer du sein chez la femme, cancer de la prostate chez l'homme, et toute une litanie aussi de cancers qui vont être de dégénérescence, qui vont s'enchaîner si ceux-là n'apparaissent pas en premier. Donc, première chose, le comportement jour-nuit, dormir la nuit, être en activité le jour, ça paraît évident, c'est pas gagné. Deuxième chose qu'on va développer, ça sera l'alimentation. L'alimentation, comme je vous le disais, il va falloir être en rythme avec cette alternance jour-nuit et essayer de favoriser au mieux la régénération tissulaire, l'anti-vieillissement de la nuit. Et pour que ça soit favorisé au mieux, il va falloir avoir un comportement alimentaire adapté. En 2 mots, le soir, ne pas manger de façon trop importante, des choses trop longues à digérer. Si vous mangez une côte de bœuf le soir, vous allez mettre 5-6 heures à la digérer et votre organisme ne pourra pas faire sa régénération de la nuit. Donc vous allez avoir, pareil que si vous étiez en activité la nuit, finalement, vous allez avoir une désynchronisation dans tous vos rythmes, dans tout votre fonctionnement hormonal, et vous allez vieillir plus vite, prendre du poids, avoir la peau qui va partir en vrille à 40 ou 50 ans, les accidents cardiovasculaires, etc., etc. Donc, il y a, par rapport à l'alimentation, des points forts. Le repas du soir en est un. Le repas du matin, on va voir tout à l'heure aussi, en est un aussi, parce que certaines hormones, comme je vous le disais, vont arriver en début de journée, puisqu'il y a cette alternance jour-nuit. Donc, en début de journée, vous avez des hormones différentes de celles du début de la nuit. Celles du début de journée vont vous mettre en condition de digérer certains types d'aliments qu'il ne faudra pas manger le soir. La côte de bœuf, à la limite, vous la mangeriez le matin si vous avez vraiment envie. Elle vous ferait beaucoup moins de mal que le soir au niveau physiologique. On verra qu'à midi aussi, ça passe très bien, le matin et midi. Mais c'est le soir, c'est dramatique. Et puis, troisième type, donc le comportement sommeil jour-nuit, le comportement alimentaire qu'on va détailler. Et puis, troisième type de comportement qui peut poser un problème, c'est ce qu'on appelle la gestion des stress négatifs. Alors, c'est un bien grand mot pour parler des émotions, les émotions négatives. Quand vous avez une émotion, vous êtes dans un état particulier. Et cet état particulier, il passe par-dessus tout le reste. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez un examen, vous avez une compétition, vous avez un objectif particulier, ou bien vous êtes médecin, il y a un tremblement de terre, vous êtes obligé de sauver des vies pendant 3, 4, 5, 6 jours d'affilée. Vous dormez pas, vous mangez n'importe quoi, et puis vous faites malgré tout, quoi. Le problème, c'est que dans ce cas-là, vous voyez, ce sont des émotions, des stress qui vont être brefs quelque part, quelques momentanés, instantanés. Si c'est une mauvaise nouvelle, pour le temps de la recevoir et puis après de l'assimiler, ça prend peut-être quelques minutes, ça dépend de l'importance de la mauvaise nouvelle. Et si c'est un travail comme ça de médecin d'urgence pendant 5-6 jours, à chaque fois il y aura une période de récupération indispensable qui va avoir lieu derrière, qui sera plus ou moins longue, mais ça va être mesuré, l'impact va être, on va dire, vous êtes fait pour avoir ce type de problème et votre corps est fait pour gérer ce type de stress. Mais l'émotion négative à craindre, c'est l'émotion chronique, l'émotion négative chronique. C'est-à-dire, par exemple, les contrariétés au travail, les contrariétés familiales, les problèmes rémanents qui vous ennuient pendant des jours, des mois, des soucis plus subtils, des bruits toutes les nuits qui vous dormez à côté de l'autoroute, vous avez une gare SNCF pas loin, vous avez un feu rouge, vous avez un aéroport, tout ça, ce sont des stress plus ou moins importants, mais qui vous minent dans la durée. Et ça, c'est ce qu'on appelle des émotions négatives, chroniques, et ce sont les pires, parce qu'elles vont vous mettre en situation de stress, c'est-à-dire de gestion d'une agression, qui sont typiques de la journée. Et ça, vous allez les vivre la nuit. Si vous avez une mauvaise nouvelle, une contrariété, la nuit, vous allez ruminer. Donc, vous allez vous faire du souci. Donc, vous allez sécréter un certain type d'hormone anti-stress. Ce type d'hormone anti-stress, c'est le cortisol. Et ce cortisol, c'est notre hormone du jour. Et vous allez la sécréter la nuit.
Ça veut dire que quand vous aurez ce stress chronique, ce bruit à côté de chez vous tous les soirs, toute la nuit, la lumière des néons en face de votre chambre qui arrête pas de créer une petite luminosité parasite, etc. Donc vous allez avoir des stress qui vont être pas forcément très violents, mais qui vont demander à votre organisme une réaction qui va lui faire sécréter plus ou moins de cortisol. Et ce cortisol, la nuit, va vous empêcher la régénération normale de la nuit. Et ça, c'est vous retombez dans l'étape précédente, hein, c'est-à-dire que on retombe dans vieillissement accéléré, prise de poids et problèmes cardiovasculaires à la clé. Donc la gestion du stress, avec la gestion de l'alimentation et la gestion de notre comportement de base, jour-nuit, dormir, être réveillé, sont les clés de la bonne santé. Alors, pour ce qui est du comportement jour-nuit, j'insisterai pas, vous avez compris. Pour ce qui est des émotions, j'en parlerai pas plus aujourd'hui parce que je dirais que c'est un peu l'objectif d'un prochain livre. Mais je vais essayer de vous parler un peu plus maintenant de l'alimentation. Alors, dans les sécrétions hormonales, la sécrétion hormonale de la nuit est constituée par la mélatonine, principalement. Hein, vous avez bien sûr soixantaine, 80 ou 100 hormones dans votre corps, mais parmi les plus importantes de la nuit, c'est la mélatonine. C'est celle qui est appelée partout l'hormone du sommeil. Hein, c'est celle qui vous induit le sommeil, qui vous fait dormir par sa sécrétion à partir du moment où vous vous allongez dans votre lit après le coucher du soleil jusqu'au prochain lever du soleil le lendemain matin, où normalement la mélatonine là va s'arrêter et le lever du soleil, c'est pas exactement le lever du soleil, c'est les ondes cosmiques qui arrivent juste à l'aurore qui vont venir vous avertir, vous les sentirez pas, ces ondes cosmiques, elles passent à travers les murs, hein, il faut être à 100 mètres sous terre pour en être indépendant. Donc toutes ces ondes cosmiques, elles passent à travers les volets. Elles viennent vous envoyer des petits messages qui vont passer dans le cerveau au niveau de ce qu'on appelle le noyau suprachiasmatique, qui est le centre névralgique de votre horloge biologique interne, qui va envoyer à son tour des hormones et des messagers dans tout votre corps pour dire « Ah, la nuit se termine, la mélatonine, on arrête, et on envoie les hormones du jour pour la vie active qui arrive. » Et qu'est-ce que ça va être principalement comme hormone? Ça va être le cortisol. Le cortisol qui va être sécrété, qui a son pic de sécrétion très tôt le matin, au lever du soleil, on va dire, hein, et ce pic de cortisol va vous lancer la mécanique du réveil. Vous allez partir dans votre tête prêt à affronter la journée, mais dans votre corps aussi prêt à affronter les virus, les microbes, la pollution, enfin tout ce que vous voulez. Hein. Vous êtes donc lancé pour la journée avec cette ces rayons cosmiques du matin et la fin des sécrétions de mélatonine la nuit. Donc le matin, vous arrivez, vous allez avoir ce premier pic de cortisol, parce qu'on va voir qu'il y en a 4 grands pics de cortisol dans la journée. Un premier pic de cortisol le matin. Quand vous avez un pic de cortisol, je vous ai expliqué en 2 mots tout à l'heure que le cortisol, c'était aussi l'hormone de défense par rapport au stress. Quand vous avez un stress, quel que soit le stress, alors donc on peut regarder un stress, une attaque, une agression. Quand vous avez quelqu'un qui vous agresse, vous avez des réactions de protection par rapport à cette agression. Et pour avoir ces réactions de protection par rapport à cette agression, il faut que vous ayez une modification dans votre organisme qui vous met en condition de faire face à ce stress. Quelqu'un qui arrive avec un couteau devant vous, vous avez plusieurs choix. Hein. Soit lui riposter, essayer d'attraper le couteau, soit fuir, soit, et là c'est la solution en général qu'on n'adopte pas, c'est celle du lapin, hein, c'est-à-dire soit rester immobile et attendre que le couteau tombe. C'est le lapin quand il est dans les phares de la voiture et qu'il est ébloui et qu'il a tellement peur qu'il est bloqué et tac, il fait le mort pour essayer d'éviter d'échapper à l'agresseur qui arrive. Mais malheureusement, voilà, il y passe parce que l'agresseur, il s'arrête pas. Et, voilà. Donc en général, c'est pas cette solution qu'on choisit. On choisit soit de riposter, on vous attaque, vous ripostez, ou vous fuyez. Et dans les 2 cas, vous avez besoin de vos muscles. Vous avez besoin de réagir. Vous êtes capable de faire une réaction physique forte. Dans ce cas-là, vous avez quoi? Vous avez votre organisme votre sécrétion de cortisol qui va arriver d'un coup, qui va déclencher une sécrétion d'adrénaline, et vous allez avoir une mise à disposition d'énergie au niveau de votre foie. Hein,
immédiatement une réaction de mise d'énergie, c'est-à-dire les réserves de sucre que vous avez dans le foie vont passer dans le sang, de façon à ce que vos muscles puissent trouver du carburant pour se mettre en état de riposter ou de fuir. Et vous avez tous vos autres fonctions organiques qui vont se mettre au repos, c'est-à-dire que vous n'allez pas digérer dans ce temps-là. La digestion, on n'en parle pas. Le sang, il part de l'intestin, il va dans les muscles. Tout se bloque, tout est polarisé sur la défense face au stress. Donc vous avez toute cette réaction qui se fait là, qui se fait dès qu'on a une sécrétion de cortisol. Alors ça, c'est la réaction de cortisol face à un stress, une agression. Le matin, vous avez exactement le même schéma, mais en plus doux. C'est-à-dire que vous avez la sécrétion de cortisol, vous avez la petite sécrétion d'adrénaline, tout ça, ça vous réexcite un petit peu, hein, ça vous réveille, ça vous remet en forme. Vous avez donc en même temps ce petit relargage de sucre par votre foie qui passe dans votre sang, et vous avez ce qu'on appelle une petite hyperglycémie physiologique due à tout ça pour vous mettre en condition de vous réveiller. Et cette hyperglycémie, elle va être comme vous n'avez pas de dépense, vous n'avez pas d'agression, vous ne fuyez pas, vous ne battez pas, l'hyperglycémie, le sucre, l'énergie va pas être consommée dans une défense quelconque. Cette énergie, elle va être réabsorbée grâce à une autre hormone, une deuxième hormone qui s'appelle l'insuline, qui va être sécrétée par votre pancréas. Et cette deuxième hormone, l'insuline, va vous récupérer ce sucre qui avait été mis par précaution dans le sang en circulation, et vous allez le récupérer. Et en même temps, vous allez avoir vos taux de sucre dans le sang qui va passer l'hyperglycémie provoquée à un petit creux, une petite hypoglycémie réactionnelle avant de se restabiliser. Et c'est cette petite hypoglycémie réactionnelle qui va faire quoi? Eh bien, qui va vous dire, oula, mais j'ai faim. Et c'est cette hypoglycémie qui va vous donner envie de manger le matin et vous mettre en appétit pour le matin. Et cette hypoglycémie du matin, c'est la plus importante des 4 hypoglycémies physiologiques que l'on a dans la journée, grâce à 4 pics de cortisol que l'on a dans la journée. On a un grand pic le matin au réveil, donc une hypoglycémie le matin sensible qui va nous donner faim. À midi, c'est-à-dire 3 heures après, 3-4 heures après, on a un deuxième pic de cortisol moins important. Donc, petite faim importante, mais un peu moins que le matin. On en a un plus petit encore à 4-5 heures de l'après-midi, et un en fin de journée, vers 7-8 heures du soir. On a le dernier petit pic de cortisol, qui est vraiment très très petit, qui va entraîner une toute petite hypoglycémie, donc une toute petite faim, on va dire. Et dans la nuit, on n'a pas de cortisol, c'est l'hormone du jour, il n'y a pas de stress la nuit normalement, elle va pas être sécrétée, et ça sera la place de la mélatonine, qui elle, dans la journée, n'était pas là. Donc la nuit, on va avoir la mélatonine qui va arriver, qui va vous permettre de dormir. C'est un excellent antioxydant, donc vous allez pouvoir faire des réactions de reconstruction et avoir des déchets oxydés ou oxydants à éliminer. La mélatonine va vous mettre en place des mécanismes pour que ça fonctionne bien, et vous allez vous retrouver le lendemain matin, tout frais, tout propre, tout beau, intérieurement et peut-être extérieurement aussi un petit peu, prêt à repartir, et hop, le soleil qui arrive, le pic de cortisol important, et c'est reparti pour la journée. Ça, c'est le rythme idéal. Avec un fonctionnement, que vous mangiez ou pas, vous avez toujours ce rythme en basique dans votre corps tous les jours. Ça veut dire quoi maintenant quand on va essayer d'adapter l'alimentation à ce rythme physiologique, puisqu'il va falloir l'épouser pour le favoriser, parce que c'est quand on le favorise pas ou quand on le contrarie qu'on va avoir les problèmes de santé. Donc il va falloir se mettre en synchronisation avec ces rythmes hormonaux pour pouvoir bien fonctionner dans la vie, dans la durée. Donc le matin, vous avez donc, je vous ai dit, un grand pic de cortisol. Vous avez un moment où c'est le moment de manger vraiment tout ce que vous voulez. Vous allez pouvoir manger des choses qui sont théoriquement classés dans les produits, dans les aliments lourds à digérer ou gras ou riches, etc. Donc le matin, vous pouvez manger des œufs, vous pouvez manger du fromage, vous pouvez manger de la viande si vous voulez le matin, vous pouvez manger un déjeuner, je dirais, riche en produits lourds à digérer, c'est-à-dire en produits riches quelque part en ce qu'on appelle en protéines. Alors là, je fais un petit aparté sur les différents macronutriments dans les aliments. Dans les aliments, vous savez, tous les aliments apportent 3 grands macronutriments et puis tout un tas de petits
petits compléments, de petits oligo-éléments, de vitamines, etc. Et les trois grands macronutriments que les aliments nous apportent, ce sont les protéines, les sucres et les gras. Vous êtes d'accord là-dessus, hein. Les protéines, ce sont les acides aminés. Ça sert à quoi, les protéines et les acides aminés? Ça sert à assurer toute la constitution de notre squelette, de notre peau, le collagène, les os, et puis aussi toute la constitution de nos hormones et de nos neuromédiateurs, nos transmetteurs, etc. Tout notre organisme fonctionne avec des acides aminés, c'est-à-dire des morceaux de protéines combinés dans différentes position et avec des tailles qui vont de 2-3 acides aminés à 50 000 ou 100 000 acides aminés en chaîne, et tout ça, c'est nous, hein, tout ça c'est notre constitution, c'est nos muscles, c'est nos ongles, la kératine c'est ça, le collagène c'est ça, notre peau c'est ça, nos organes, tout, enfin c'est tout notre corps quelque part, hein, tout notre fonctionnement à la fois statique et en mouvement de notre corps, hein, tout ce qui est en mouvement, c'est-à-dire tout ce qui est hormonal et neurotransmetteurs, etc., etc. Et puis vous avez les gras et les sucres. Les gras et les sucres, ce sont des produits qui sont un petit peu utilisés en complément des protéines pour la constitution globale, mais leur gros intérêt, c'est d'être de l'énergie. Hein, c'est-à-dire c'est ce qui va nous donner, ça va être le moteur, ça va être servir à nous donner de l'énergie pour faire fonctionner toute la structure protéinée en quelque sorte. Hein. Donc c'est ce qui va servir de carburant. Et là vous avez donc les sucres qui sont peuvent être de différentes tailles. Vous savez qu'il y a des sucres très vite qui apportent très vite de l'énergie, ce qu'on appelle les sucres simples. C'est-à-dire c'est le sucre blanc qu'on met dans son café, c'est ce qu'on appelle le glucose, le fructose, hein, le sucre des fruits, le glucose qu'on trouve aussi dans le miel, dans les fruits, c'est ce qu'on trouve dans les produits industriels, c'est l'appellation glucose fructose aussi, les sirops de maïs hydrolysés. Voilà, ça c'est des sucres très rapides, donc on a vite de l'énergie en 2 minutes. Hein, et on va voir le danger que ça représente aussi. Et puis vous avez dans les sucres, vous avez ce qu'on appelle les sucres plus lents, c'est-à-dire des sucres qui vont redonner aussi de l'énergie, mais sur des durées plus longues. Alors ça, c'est ce qu'on trouve dans l'amidon, ce qu'on trouve dans le pain, dans les pommes de terre, dans les légumes secs, dans les féculents. Hein, ce sont des sucres qui vont nous apporter de l'énergie aussi, mais de façon beaucoup plus longue. Et on va voir comment ça fonctionne avec l'insuline et avec les sucres rapides. Et puis dans les graisses, vous avez globalement ce qu'on appelle les bonnes graisses et les mauvaises graisses. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est une classification un petit peu bizarre. Ben, vous avez des graisses qui sont ce qu'on appelle saturées, c'est-à-dire qui sont très hydrogénées, c'est-à-dire qui sont très stables à toutes les températures, elles sont même solides. Hein. Et puis vous avez des graisses bonnes théoriquement, qui sont ce qu'on appelle des graisses insaturées et qui sont celles qui sont très liquides à des températures ambiantes, voire plus on va vers zéro, plus elles restent encore quelquefois liquides avant de se figer. Hein. Et alors ces graisses, elles ont un rôle énergétique énorme, le double au gramme par rapport au sucre ou aux protéines, mais elles ont un deuxième intérêt, c'est qu'elles rentrent dans les constitutions de nos membranes cellulaires. C'est-à-dire qu'elles vont être à la base de la qualité de nos échanges cellulaires. Nos cellules ont besoin d'être nourries. Et pour qu'elles soient bien nourries, il faut que les nutriments qu'on va leur apporter pour se régénérer, pour s'entretenir, passent bien les membranes. Et ces membranes sont fabriquées avec sont des membranes lipidiques, hein, c'est-à-dire fabriquées avec des graisses. Et suivant la qualité des graisses de nos membranes, les échanges se feront bien ou pas bien. Hein, ça se traduit à tous les niveaux, y compris au niveau des neurones. Hein, les gens qui sont psychorigides ont certainement des membranes qui sont bien moins souples et perméables que les gens qui ont une souplesse intellectuelle, une vivacité intellectuelle. Et ben pour le fonctionnement de notre organisme, pour les organes, pour les muscles, c'est pareil. Dans nos muscles, il y a des cellules. Dans tous nos organes, on a des cellules. Pour que les échanges se fassent bien, pour que tout fonctionne bien, il faut que les membranes soient perméables et soient souples. Et donc là, ce sont les bonnes graisses qui vont apporter cette souplesse. Et dans les bonnes graisses, on a ce qu'on appelle, vous connaissez tous, les oméga 3, hein, qu'on trouve dans le poisson, etc. On en parle dans le... Et pourquoi on en trouve dans le poisson? Parce que les poissons, ils sont dans de l'eau froide. Et plus vous allez vers des mers froides, plus vous avez des poissons riches en oméga 3. Sinon, ils figent. C'est leur antigel. Et ben nous, c'est pareil. On a besoin de ces oméga 3 parce que c'est notre antigel. C'est notre antigel dans le sens où si on a des membranes qui sont devenues
un véritable obstacle. Ils sont gélifiés, les nutriments passeront pas, et on pourra pas vivre longtemps. Donc on a besoin de ces oméga 3, et on a besoin aussi, entre autres, mais pour vous montrer un petit peu les problèmes dans lesquels on peut rentrer, on a besoin de cholestérol. Le cholestérol qu'on veut nous faire baisser de partout, on en a besoin parce que c'est une graisse qui est très utile pour la souplesse de nos membranes. Et moins on a de cholestérol, plus on est rigide au niveau de nos membranes. Donc les gens qui font baisser leur cholestérol de façon trop importante, sur les conseils souvent malheureusement de leur médecin, vont vers des difficultés d'échange cellulaire et ils vieillissent plus vite aussi. Donc je ferme la parenthèse sur le cholestérol, on en reparlera si vous voulez. Donc les trois constituants, les trois macronutriments des aliments, ce sont les protéines, les glucides et les gras. Les petits micronutriments, vous les connaissez, ce sont les minéraux, magnésium, potassium, sodium, etc. Et vous avez aussi les vitamines, vitamine A, vitamine B, B1, B2, B3, B4, B5 jusqu'à B12, les vitamines C, vitamine D, vitamine E, la vitamine F, c'est ce qu'on appelle maintenant les oméga 3. Voilà, vous en avez toute une flopée qui sont apportés en plus des macronutriments. Et dans notre équilibre général, on va toujours avoir comme objectif d'avoir l'apport correct en macronutriments avant de regarder les micronutriments. Petite parenthèse, quand on dit aujourd'hui de manger 5 fruits et légumes, on vous dit de manger des minéraux et des vitamines, mais on oublie de vous dire de manger des macronutriments. Donc les 5 fruits et légumes, c'est très bien si vous avez déjà correctement votre apport de protéines, de gras et de sucre adapté. On va voir comment à votre fonctionnement. Si vous l'avez pas, vous pouvez manger vos fruits et vos légumes, vos 5 fruits et vos légumes, vous allez mourir très rapidement. Ça ne nourrit pas les 5 fruits et légumes. Il n'y a rien dans les 5 fruits et légumes à part des vitamines et des minéraux. Indispensables quand on a tout le reste, mais inutile quand on n'a pas tout le reste. Vous voyez, des messages de santé, il faut s'en méfier quelquefois parce qu'ils mettent des idées bizarres dans la tête. Voilà, donc je reviens à mon repas. Dans la matinée, j'ai mon grand pic au tout début de la journée, mon grand pic de cortisol. J'ai mon lancement, toutes mes enzymes, toutes mes facultés de digestion qui sont au maximum. Je vais donc pouvoir manger le matin, je dirais, ce que j'ai envie, et en quantité, disons, substantielle par rapport à la quantité de calories de la journée qu'il me faut. Vous savez qu'on estime entre 1800 et 2000 calories la quantité de calories qu'il faut avaler par jour. Et il faut qu'il y en ait à peu près presque la moitié le matin, au petit déjeuner. Et il faudra que ce soit des calories qui soient constituées majoritairement de protéines et de gras. Et un petit peu de sucre, mais le minimum, et de préférence des sucres qui ne seront pas des sucres rapides. Pourquoi ? Parce que le sucre rapide, c'est celui qui va vite faire monter la glycémie, le glucose, glycémie, dans votre sang, et donc qui va vite faire sécréter votre pancréas de l'insuline pour remettre à niveau, puisque vous n'allez pas faire, sauf si vous faites 10 km en courant, juste derrière. Mais comme vous n'allez pas souvent tous les jours faire 10 km de course à pied en vous levant, eh bien vous n'avez pas besoin d'avoir une énergie disponible en quantité importante. Donc ce sucre rapide du matin, si vous ne l'utilisez pas énergétiquement, vous allez avoir une sécrétion d'insuline qui va faire quoi ? Re-rentrer le sucre en réserve. La différence par rapport à la sécrétion normale d'insuline du matin, c'est que il va pas en fait re-rentrer, il va rentrer tout court. C'est qu'il était apporté par alimentation. Donc ça veut dire que tous les jours, si vous mangez quelque chose de sucré, rapide, et qui vous fait sécréter l'insuline en quantité trop importante, vous allez rentrer du sucre en réserve, puisque vous l'utilisez pas, donc vous allez prendre du poids tous les matins si vous prenez du sucre rapide en quantité trop importante le matin. Donc, résumons, vous mangez le matin des cornflakes, un jus d'orange, de la confiture, du pain, une tartine, et vous buvez un café sucré, vous mangez que du sucre. Vous allez avoir que du sucre rapide ou presque, c'est-à-dire vous allez avoir une forte sécrétion d'insuline, vous allez prendre du poids tous les matins. En plus, vous allez user votre pancréas à sécréter de l'insuline tous les matins de façon importante pour rentrer tout ça. 2 inconvénients. Sécrétion forte d'insuline, ça veut dire qu'à 10h du matin ou 11h du matin, vous allez vous retrouver avec une hypoglycémie réactionnelle et avoir une super faim.
vous allez être à vouloir grignoter quelque chose à partir de 10h30, 11h du matin, voire 11h30. C'est-à-dire que si vous mangez rien, vous allez arriver à midi avec ce qu'on appelle l'écro. Hein. Vous serez là à manger n'importe quoi et en quantité industrielle. La première chose qui vous passera sous la main. Donc voilà. Et deuxième chose, c'est que chaque fois que vous allez faire ça, vous allez avoir, comme vous allez avoir cette sécrétion d'insuline qui est ce qu'on appelle l'hormone, c'est l'hormone qui fait baisser le sucre dans le sang, mais c'est l'hormone de la lipogénèse, c'est-à-dire qu'elle va faire baisser le sucre et elle va en faire du gras. Parce que c'est ça un peu les plaisirs de notre organisme, c'est que quand il a du sucre en excès, il le met en réserve pour en faire du gras. C'est-à-dire que le gras que vous allez retrouver dans vos fesses, dans votre poitrine, dans vos cuisses, dans votre corps, dans votre ventre, bien sûr, le gras que vous allez retrouver là, c'est du gras qui provient de sucre que vous avez mangé en excès par rapport à votre exercice physique. Vous n'avez pas assez d'exercice physique par rapport à la consommation de sucre que vous faites. Donc, vous allez le mettre en réserve. Donc, le matin, si vous mangez qu'un petit déjeuner sucré, cornflakes, jus d'orange, comme je vous l'ai expliqué, tartines, confiture, etc., vous allez prendre du poids, épuiser votre pancréas et vous retrouver avec un dérèglement métabolique très rapide. C'est comme ça qu'on devient diabétique. C'est comme ça qu'on fait une maladie cardiovasculaire, parce que le diabète en soi, c'est pas grave. Le diabète en soi, c'est le sucre qui monte. Le sucre qui monte, ça entraîne des conséquences, mais en soi, c'est pas un problème. Le problème, c'est que dans la durée, ça vous dérègle tout votre fonctionnement de régénération tissulaire et ça vous amène à l'accident cardiovasculaire. Le vrai danger du diabète, c'est quoi? C'est l'accident cardiovasculaire. C'est que ça. Hein. Le problème des yeux, des reins ou des problèmes de jambes, de gangrène, etc. C'est des broutilles par rapport au gros problème du diabète qui est l'accident cardiovasculaire. Donc pour le prévenir, le matin, les sucres rapides, c'est en quantité minima, le gras et les protéines en quantité maxima. Donc après, vous prenez tous les aliments. Donc on pourra jeter un œil sur les programmes alimentaires que je mets dans mon bouquin. Si vous êtes vegan, végétarien ou si vous mangez de tout, je vous ai mis les aliments et les quantités qui correspondent au matin. À midi, donc, vous avez un repas qui est généré par une sécrétion, un deuxième pic de cortisol, un peu moins important que le matin. Mais là, par contre, vous êtes au maximum de vos capacités de digestives. Donc, vous pouvez manger des choses lourdes à digérer, comme une côte de bœuf, ça sera impeccable. Pourquoi la côte de bœuf est lourde à digérer? C'est parce que plus l'animal est vieux, plus les chaînes de protéines sont longues. Si vous mangez un petit poisson, ça va faire des protéines courtes. Si vous mangez des lentilles du puits, ça va faire des protéines courtes. Si vous mangez, parce que pourquoi? Ce sont un petit poisson, il aura quelques semaines, ou quelques jours, ou quelques semaines. Une lentille, il aura quelques semaines aussi de végétation. Un bœuf, il aura plusieurs années. Et donc, plus l'animal est vieux, plus ses protéines, sa constitution devient longue. Nous aussi, ça doit être pareil. J'ai pas de statistiques sur nous, mais plus on vieillit, plus on doit avoir des protéines longues aussi. Et pour notre organisme, lui, à chaque fois qu'il voit une protéine, c'est-à-dire une chaîne de 10 000, 50 000 acides aminés, qu'est-ce qu'il fait? Il la coupe. Il la coupe en petits morceaux pour arriver à faire des petits acides aminés, faire des monoacides aminés, un seul acide aminé ou 2, 3 maxi. Et c'est ça qui passe dans le sang après au niveau de la digestion. Hein. Donc il est obligé de couper toutes ces grandes chaînes. Et plus c'est grand, plus il va mettre de temps. Donc si vous prenez une côte de bœuf, il faut vraiment des enzymes en pagaille et du temps. La côte de bœuf, vous allez mettre 3-4 heures pour la digérer, mais au moins vous aurez la satiété pendant 3-4 heures, vous n'aurez pas envie de grignoter, et vous serez capable de le faire si vous la mangez à midi. Si vous la mangez le matin, à peu près aussi. Mais le soir, vous avez vos enzymes et vos moyens de sécrétion qui sont un peu dans les chaussettes. Déjà, c'est la fin de journée, ils sont fatigués. Donc votre côte de bœuf, elle va être encore plus longue à digérer. Est tellement longue qu'elle va contrarier, comme je vous l'ai dit, tout votre rythme de la nuit. Mais j'en reparlerai quand j'en serai au repas du soir. Donc à midi, plein pot sur les aliments lourds à digérer. Et pareil, du gras, vous pouvez en manger aussi. Et mais il faudra penser peut-être là à changer un petit peu petit à petit, progressivement, plus la journée avance, les qualités de gras. On va voir pourquoi avec le repas du soir. Et les sucres, on a le même problème que le matin avec les sucres. Des sucres rapides rapidement digérés à midi, c'est une sécrétion d'insuline parce que votre pancréas, il est encore en forme le matin et à midi pour sécréter de l'insuline en quantité importante. Donc prise de poids et usure du pancréas et risque d'hypoglycémie en
vers 3-4 heures d'après-midi, et envie de grignoter, etc., etc. Donc là aussi, les sucres rapides, à midi, ça sera en quantité extrêmement limitée. On arrive au troisième pic de cortisol de la journée, qui est vers 4 heures d'après-midi, 4-5 heures d'après-midi. Et là, ce pic est moins important, donc les repas vont en diminuant, hein. Le matin, je vous dis, à peu près 50% des calories. À midi, on peut faire, on va dire, 25%. On va faire un peu moins de la moitié qui nous reste à faire, c'est-à-dire 5 à 10% au goûter. Et là, il y a une petite nuance intéressante, c'est que notre pancréas commence à fatiguer un peu, hein. Il a travaillé le matin, il a travaillé à midi, et en milieu d'après-midi, il est un peu fatigué, donc la sécrétion d'insuline sera un peu moins forte. Et puis ce qu'on appelle les récepteurs, parce que toutes les hormones, elles agissent en actionnant des récepteurs. Et ces récepteurs, ils ont une vie aussi, hein. Et le matin, ces récepteurs, ils ont été réparés pendant la nuit, c'est bien passé, ils sont régénérés. Donc le matin, ils sont en pleine forme. Mais au fur et à mesure que la journée avance, ils fatiguent. Ils fatiguent et ils font ce qu'on appelle une involution au niveau, ils sont en bordure des membranes cellulaires, hein. Ils font une involution, c'est-à-dire qu'ils se mettent en repos, une down regulation en anglais, c'est-à-dire une régulation vers le bas, hein. Donc ils se mettent en repos, ils sont moins sensibles. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fin d'après-midi, côté pratique, si vous voulez vous faire plaisir avec un petit peu de sucre rapide, c'est là où vous aurez le moins de dégâts, puisque vous aurez le moins d'insuline et le moins de réaction à l'insuline. Et en plus, le sucre rapide en fin d'après-midi, c'est pas si mal que ça, parce que ça vous permettra de redonner un coup de punch pour finir la journée, hein. Donc, si vous voulez boire un Coca-Cola sucré, et non pas zéro ou je sais pas quoi, si vous voulez manger un gâteau, si vous voulez manger des fruits, si vous voulez manger des bonbons Haribo, si vous voulez manger des choses sucrées, des pâtes de fruits, si vous voulez manger du chocolat, si vous voulez manger tout ce genre de fruits secs, etc., c'est en fin d'après-midi, vers 4-5 heures au goûter, qu'il faut le faire. C'est là où vous aurez le moins de problèmes négatifs par rapport à une prise de poids ou une contrariété de nos réactions, de l'action générale hormonale. Donc c'est le moment du goûter, hein, un goûter un petit peu sucré. Et puis on va arriver au repas du soir. Alors, le repas du soir, dernier pic de sécrétion de cortisol, il y en a 4 dans la journée, à 3-4 heures d'intervalle. Donc, dernier pic de cortisol en fin de journée. Là, on arrive à 9 heures du soir, 8 heures, 7 heures et demie, 8 heures, 9 heures. On arrive vers le moment du repas du soir. Et eh bien, c'est là où il va pas falloir faire d'erreur, comme je vous l'avais dit un peu en introduction. Il va falloir être avec un repas qui va entraîner le minimum de conséquences en termes de contrariété des sécrétions hormonales de la nuit. Donc, il faut que l'intestin soit vide le plus vite possible, que tout soit digéré le plus vite possible, et qu'il n'y ait pas de sécrétion d'insuline, donc pas d'absorption de sucre rapide en quantité importante non plus, parce que si vous sécrétez de l'insuline le soir, vous allez avoir cette réaction hypo. Quand vous aurez l'hypoglycémie, si vous êtes en train de dormir, votre cerveau, il va souffrir, il va être en hypoglycémie. C'est-à-dire vous allez faire souffrir votre cerveau. Non seulement vous n'aurez pas vos sécrétions de régénération, mais vous ferez souffrir votre cerveau. Donc si vous mangez des pizzas, des pâtes et un tiramisu le soir, vous allez prendre du poids, vieillir plus vite, faire souiller votre cerveau, arriver à une dégénérescence plutôt rapide et des accidents cardiovasculaires et prise de poids, etc., etc. Donc vous voyez l'aspect pratique important. Pas de côte de bœuf, mais pas non plus de pizza, de pâtes et de tiramisu. C'est-à-dire que tout ce qui va être lourd à digérer ou tout ce qui va risquer d'entraîner une sécrétion d'insuline importante, il faudra l'éliminer le soir. Et rassurez-vous, il reste beaucoup de choses, hein. Il reste les légumes. Là, les légumes verts qui apportent les vitamines, les minéraux, vous pouvez les manger, les ratatouilles, vous avez déjà mangé des fruits goûtés, vous complétez dans les 5 fruits et légumes, vous les mangez à la limite sur le goûter et sur le repas du soir, c'est très bien. Vous aurez des minéraux, des vitamines, pas de problème de calories, pas de problème de sucre rapide, pas de problème de digestion de protéines, et puis là, pour le coup, les gras, vous pouvez en mettre un petit peu, mais alors là, c'est les fameux gras souples qu'il faudra utiliser, parce que les gras, je l'ai dit le matin, vous mettez n'importe lesquels. Pourquoi? Parce que vous allez les utiliser comme énergie dans la journée. Donc l'énergie, vous brûlez, que ce soit du bon gras, du mauvais gras, l'organisme s'en fout, il a besoin d'énergie, il va casser tout ça, et aucune importance. Vous pouvez y aller sur la qualité du gras que vous voulez, mais le soir, comme vous n'allez pas faire d'exercice pendant la nuit, si vous faites un exercice, il sera bref. Donc pendant la nuit, vous n'allez pas faire d'exercice, donc vous avez pas besoin d'énergie au-delà de certains niveaux, pas besoin d'énergie. Mais par contre,
vous avez de la régénération de vos tissus la nuit. Vous avez vos membranes qui vont se réparer la nuit. Vous avez votre peau, vous avez tout votre fonctionnement interne qui se régénère la nuit. Et là, il faut qu'il se régénère de la meilleure façon possible. Donc, il faudra apporter, entre autres, des acides gras souples, des bons acides gras, des oméga 3 le soir, pour avoir du cholestérol à la limite en petite quantité, mais pas trop non plus parce qu'il a d'autres inconvénients le soir, de façon à avoir des membranes qui soient les plus souples possibles et que la digération se fasse dans les mêmes conditions pour que le lendemain vous soyez en forme et que vous soyez encore plus performant que la veille. Vous voyez, le cycle qui se met vertueux qui se met en place. Donc le soir, on se retrouve avec un repas, avec des légumes verts, avec du poisson qui contient des oméga 3, ou bien des viandes très vite digérées, ce qu'on appelle les viandes blanches, du poulet, des aliments comme ça, ou bien si vous êtes végétaux, ça va être des végétaux qui n'apporteront un minimum de sucre lent, c'est-à-dire un minimum de féculents. Faire attention à pas en manger trop pour pas apporter trop de sucre féculent qui est un sucre lent, d'accord, mais qui, s'il est pris le soir, risque quand même, passer une certaine quantité, de provoquer une sécrétion malgré tout d'insuline et de contrarier vos sécrétions naturelles de mélatonine et d'hormones du sommeil. Donc voilà le programme de la journée au niveau alimentaire, comment on doit l'envisager par rapport à un suivi de ce qu'on appelle la chronobiologie. Et en résumé, c'est la chronobiologie alimentaire. Maintenant, la chronobotanique, qu'est-ce que c'est? C'est l'adaptation, on va dire, de cette chronobiologie alimentaire générale à l'utilisation d'aliments végétaux. C'est-à-dire qu'on peut envisager ça sous l'œil vegan ou végétarien si on a envie, en mangeant des produits à base de lentilles, de soja et d'autres végétaux qui apportent quand même malgré tout des protéines, c'est ce que j'explique dans le livre. Et puis avec cet équilibre global, vous avez toutes les chances d'éviter l'apparition de ces maladies métaboliques. Et j'insiste dans ce livre sur les problèmes de minceur parce que c'est l'aspect le plus évident d'une apparition programmée de maladies cardiovasculaires ou de dégénérescence cérébrale ou autre qui puisse se faire. C'est-à-dire qu'en mesurant à la limite votre tour de taille, vous savez quel va être votre avenir. Titre indicatif, 84-85 pour les dames, 94-95 pour les messieurs. Si vous prenez un mètre ruban, si vous faites le tour de votre ventre, si vous êtes au-dessus, eh bien, le signal d'alarme doit retentir et il faudra appliquer quelques conseils parmi ceux que j'ai essayé de vous donner. Voilà. Maintenant, je suis prêt à répondre à vos questions. Quand vous avez parlé d'hypoglycémie le matin. Oui. Quand on va faire donc une prise de sang le matin, on est en hypoglycémie. Ce qui veut dire que les valeurs qui seront 2 heures après, quand on a mangé, beaucoup plus élevées que celles qu'on aurait. Oui, mais on en tient compte. On tient compte de ça parce qu'on tient compte parce que tout le monde est dans la même position. Ouais. Le matin, on est tous en. Oui, mais on peut y avoir des bons changements. Ah, mais on n'arrête pas de changer. On n'arrête pas. Notre glycémie, si on la prend continuellement, le matin, si on parle en grammes par litre, le matin, vous allez vous réveiller, vous aurez 0,8 grammes par litre. Vous mangez, vous allez passer à 1,3 g, 1,4 g, 1,5 g, voire plus, 1,8 g. Et puis après, vous allez avoir la sécrétion d'insuline qui va vous faire baisser cette glycémie. Donc, vous allez retomber à 0,8, voire 0,7. C'est là l'hypoglycémie réactionnelle, avant que ça se restabilise à 0,8, 0,9, 0,10, enfin 0,10, à 10, et que ça reste stable à 1. La difficulté dans une alimentation, c'est de faire en sorte que l'écart entre le mini et le maxi de l'hyperhypoglycémie soit le plus insignifiant possible. Et pour qu'il soit le plus insignifiant possible, il faut que vous mangiez le moins possible de sucre dit rapide, c'est-à-dire de sucre style confiture, cornflakes, jus d'orange et même pain. À la limite, si c'est du pain de seigle, ça sera moins embêtant que du pain blanc. Le pain blanc est presque comme du sucre rapide, donc vous allez avoir une sécrétion importante. Donc le but, c'est de faire en sorte que cet écart soit le plus minima possible. Vous ayez le minimum d'insuline
à sécréter, donc vous aurez le minimum de réaction derrière. Mais physiologiquement, si vous preniez si vous avez un glucométeur là pour mesurer votre glycémie, vous faites la glycémie avant de manger, vous la faites après le repas, vous la faites 1 heure après, vous la faites 2 heures après, vous verrez, ça fait. Et alors, très important, c'est que vous pouvez, à partir de cette mesure, de cette variation de glycémie, par rapport à un repas identique, je dirais, vous pouvez voir l'état de votre pancréas, et voir l'état de votre récepteur, et voir votre prédiabète apparaître. C'est-à-dire que plus vous allez avoir une glycémie qui va se durer, ça veut dire que qui va durer à un taux élevé, ça veut dire que plus votre organisme aura du mal à sécréter de l'insuline. Ça veut dire que il y a soit un problème de sécrétion au niveau pancréatique, soit un problème au niveau des récepteurs de l'insuline. Ça veut dire que vous rentrez dans une phase qu'on appelle au niveau médical d'insulinorésistance. Vous êtes résistant à l'insuline. Et ça, c'est la phase qui est avant la glucorésistance. C'est-à-dire que vous êtes résistant carrément au sucre, ça veut dire que vous êtes diabétique. Quand on est résistant au sucre, on est diabétique. Et la phase avant, c'est l'insuline. Aujourd'hui, on vous fait faire des prises de sang en regardant votre glycémie. D'accord? On regarde votre glycémie le matin. On vous dit, ça va, tout va bien. Si vous avez 1,2 g, 1,3 g, on dit, attention, ça craint un petit peu. Si vous avez 1,4 g, 1,5 g, on dit que vous êtes diabétique. D'accord? Ça, au lieu de mesurer ce qu'on appelle la glucorésistance, si vous mesurez l'insulinorésistance, c'est-à-dire si vous mesurez l'insulinémie, c'est-à-dire la sécrétion d'insuline dans votre sang, là, après une prise alimentaire, par exemple, vous prenez il y a un protocole particulier pour mesurer l'insuline. Donc, vous mesurez l'insuline, eh bien, 20 ans avant l'apparition du diabète, vous voyez les problèmes arriver avec la mesure de l'insuline. Alors que vous ne les voyez que 20 ans plus tard en mesurant le glucose. Aujourd'hui, quand on vous fait faire une glycémie, on perd 20 ans. Si demain, je vous dis, vous avez 1,4 g de sucre, eh bien, vous avez perdu 20 ans. Vous avez vieilli pendant 20 ans. C'est-à-dire qu'il aurait fallu, il y a 20 ans, faire une prise de sang, regarder votre insuline, et on aurait vu qu'elle commençait à partir en vrille, et à ce moment-là, c'est là qu'il aurait fallu agir, et vous retrouveriez 20 ans plus tard, non diabétique, et certainement pas en surpoids, et sans risque cardiovasculaire. Ça se fait pas, ça. Ça se fait si vous payez. Parce que c'est pas remboursé. Et ça se fait par les médecins anti-âge. Les médecins spécialistes là-dedans, qui font de l'anti-vieillissement, ils le font. Mais vous payez. Une consultation chez un médecin anti-âge, c'est 300, 500 euros. Et tout se paye dans notre société. C'est comme ça que ça marche. Oui, mais c'est aussi un problème de santé publique. Absolument. C'est pourquoi. C'est qu'aujourd'hui, on sait gérer au niveau mondial, 300 millions de diabétiques. On ne sait pas gérer 2 milliards de prédiabétiques. Et aujourd'hui, on a 2 milliards de prédiabétiques. Mais on ne sait pas les gérer. Donc, on n'en parle pas. On attend qu'ils soient diabétiques pour s'en occuper au dernier moment. Et puis, voilà. C'est comme ça. Leur donner des médicaments et tout le reste. C'est-à-dire qu'ils vont être... on ne peut pas les donner de médicaments à 2 milliards de personnes. Et on peut pas... Le problème, c'est que tout vient d'un problème de régulation et de fonctionnement et de gestion de son alimentation. Essayez de faire comprendre à 2 milliards d'individus que la pizza le soir, c'est non, en tout cas pas autant qu'ils en prennent, et que le matin, le jus d'orange et la confiture, c'est non, il faut prendre d'autres choses en plus. Essayez de leur dire, ils ne le comprendront pas. Donc, on baisse les bras et on attend qu'ils meurent. C'est un peu le système. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc, l'accident cardiovasculaire, ça fait marcher les hôpitaux, ça fait marcher les médecins, et ça fait marcher tout le système. Mais le moyen de s'en sortir, revenez à ce que je vous disais au départ. Je me suis intéressé à ça. Pourquoi? Parce que il y a 30 ans, je commençais de prendre la mauvaise pente. Voilà. Et j'essaye aujourd'hui de garder la bonne pente. Et c'est ce que j'essaye de dire dans mes bouquins. J'ai fait, je vous l'ai pas dit, mais j'ai pas eu le temps d'ailleurs, de vous dire, j'ai enseigné pendant 12 ans à la fac de Dijon, à des pharmaciens et des médecins, tout ça. Et j'ai eu de moins en moins de médecins, de moins en moins de pharmaciens, et par contre, ça va vous faire plaisir, de plus en plus de naturopathes. C'est les naturopathes qui s'intéressent à ça aujourd'hui. C'est pas les médecins, c'est pas les pharmaciens. Pourquoi? Parce que les médecins et les pharmaciens, ils sont saturés de boulot. En plus avec Covid maintenant, c'est pas la peine d'en parler. Ce sont les naturopathes. Mais par contre, les naturopathes, ça coûte pas le même prix. C'est pas remboursé. Et ils vous gardent pas 5 minutes.
Le secret, il est là. Voilà. La santé, ça s'entretient, c'est une prise en charge volontaire, c'est un choix de vie. Hein. C'est un choix de vie. Vous pouvez nous parler du cholestérol ? Le cholestérol, alors c'est pas très compliqué. Donc le cholestérol, il y a deux aspects. Soit on veut le faire baisser, soit on veut comprendre ce qui se passe. Alors on va faire première partie, on veut le faire baisser. C'est très facile de faire baisser le cholestérol. Comment le cholestérol, c'est quelque chose qui est fabriqué par notre foie. Et 80% du cholestérol que l'on a dans notre corps, donc c'est 80% de celui qu'on dose, hein, il est fabriqué par notre foie. Il est fabriqué à partir de quoi ? Il est fabriqué à partir, c'est un corps gras, il est fabriqué à partir principalement des sucres. Vous mangez trop de sucre, donc vous allez avoir du cholestérol. Bon, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Et ça, les médecins, ils ont mis du temps à comprendre que c'était pas parce qu'on mangeait du gras qu'on avait du cholestérol, mais c'est parce qu'on mangeait du sucre. Puisqu'on le fabrique nous-mêmes, ce cholestérol, le sucre est avalé, digéré, il devient une molécule qu'on appelle l'acétylcoenzyme, c'est-à-dire un petite fraction du cholestérol, puis après l'organisme, comme un puzzle, un Lego, il refabrique sa molécule de cholestérol et il l'envoie dans le sang et puis elle est utilisée dans les cellules et tout. 80% est fabriqué par notre foie. Et il est fabriqué quand le cholestérol par notre foie ? Il est fabriqué en tout début de journée, c'est-à-dire vers 4, 5, 6 heures du matin. C'est pour ça que ceux qui prennent des statines, qui bloquent cette fabrication, on leur dit de les prendre le soir, parce que en les prenant le soir, on a une chance que le matin, ils ne puissent pas fabriquer leur cholestérol. Il faudrait à la limite qu'ils se lèvent à 2 heures du matin et qu'ils prennent le comprimé, et ça serait encore mieux. Mais bon. Donc, le cholestérol est fabriqué en tout début de journée par le foie. Il est mis dans la circulation par le foie. 80% du cholestérol que l'on a dans le corps est fabriqué par notre foie. Ça veut dire que déjà, le cholestérol alimentaire, donc le cholestérol vrai que vous allez manger pur, qui représente pas beaucoup par rapport au global, 20% maxi. Pas beaucoup. Mais par contre, vous pouvez utiliser une astuce pour faire baisser cette fabrication, faire baisser ces 80%. Alors comme ça se fabrique le matin, eh bien, ce que vous faites, c'est que tous les matins, en vous levant, vous mangez un petit peu d'aliments riches en cholestérol. Un œuf, dans le jaune d'œuf, à condition qu'il soit liquide, pas cuit. Il faut qu'il soit liquide. S'il est cuit, le cholestérol est détruit. Ça marchera moins bien. Mais un œuf à la coque, le matin, ça va vous apporter tout de suite du cholestérol dans votre organisme, d'accord ? Et là, vous avez un petit phénomène intéressant, c'est que vous allez avoir votre organisme qui va dire, tiens, du cholestérol qui arrive. Ouh, mais il y en a plein qui arrivent. C'est pas la peine que j'en fabrique autant. Et votre foie, il va diminuer sa fabrication. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il va diminuer sur les 80%. Donc, en faisant ça pendant 3, 4, 5 jours, 1 mois, 2 mois, en mangeant un œuf tous les jours, vous allez diminuer la fabrication de votre cholestérol au niveau de votre foie. Et vous allez diminuer globalement votre cholestérol. Donc, l'astuce pour faire baisser votre cholestérol, c'est de manger du cholestérol le matin. Et que le matin. Parce que vous en mangez un autre moment de la journée, ça ne marchera pas. Donc, que le matin. Donc, des œufs liquides, jaune d'œuf liquide, le matin, c'est la meilleure solution pour faire baisser naturellement le cholestérol. Si on veut le faire baisser, mais comme je vous le sous-entendais tout à l'heure, c'est utile le cholestérol, on n'a pas forcément besoin de le faire baisser. Alors qu'est-ce qu'on fait actuellement ? Quel est le problème ? Le problème, c'est que ce cholestérol, c'est un corps gras. Il est fabriqué par notre foie, 80%, il passe dans le sang, et après, il va être distribué dans tout notre organisme pour servir à nos membranes. Si on résume, c'est ça, pour servir dans la constitution de nos membranes et les rendre souples et perméables. Comme c'est un corps gras, ça se déplace pas facilement, un corps gras dans de l'eau, parce que le sang c'est de l'eau, c'est un liquide aqueux. Il faut des transporteurs. Et c'est les fameux HDL et LDL. Ce qu'on appelle les high density lipoprotéines et les low density lipoprotéines, qu'on vous dose dans les examens en laboratoire. Donc vous avez les HDL, qui sont les véhicules pour emmener votre cholestérol du foie jusqu'aux cellules. Et puis quand votre cholestérol est usé, il est prêt à être éliminé, vous avez les LDL qui vont le chercher dans les cellules, qui le ramassent, et qui vont vers le foie, du bon sens inverse, pour le faire éliminer. Et ces LDL, ils ont un problème, c'est que quelquefois, ils sont insolubles, c'est-à-dire qu'ils forment des agrégats et ils se déposent. Mais c'est pas tout le temps.
c'est que quand ces LDL sont oxydés, ça veut dire que il y a eu un problème alimentaire quelque part, vous avez fait une erreur quelque part, vous n'avez pas mangé assez, on va dire pour simplifier, d'antioxydants, et que votre HDL, il a été oxydé par cet excès de produits oxydants que vous avez fabriqués ou que vous avez généré dans votre corps. Et donc, ça a détruit la qualité de ces LDL et il va se déposer dans votre circulation. Et il va se déposer, c'est comme une rivière. Hein. Imaginez les dépôts, ils se font sur les berges, dans les virages. Hein, et bien, à chaque fois qu'il y a un virage dans vos artères, il va y avoir un risque de dépôt de ce cholestérol, qui n'est pas du cholestérol, de ce LDL oxydé. Et il va se déposer dans votre crosse aortique, chaque fois qu'il y a un croisement, etc., comme une rivière. Hein. Les dépôts, ils se font même de la même façon, c'est la mécanique des fluides. Et ces dépôts, à force de s'agglomérer, durcissent les vaisseaux, hein, c'est l'athérosclérose, les plaques d'athérome, ça devient des plaques d'athérome, et un jour ou l'autre, à force d'avoir des coups de butoir du pouls, hein, quand le cœur fait la pompe et envoie le sang percuter les artères, et bien, à un moment ou à un autre, il va y avoir des craquements, des fissures dans ces dépôts d'athérome, et vous allez avoir ce qu'on appelle un embole, hein, un morceau de ces plaques d'athérome qui va partir et qui va atterrir dans votre cœur, infarctus du myocarde, dans votre tête, attaque, ce qu'on appelle une attaque, accident vasculaire cérébral, etc., etc., ou dans les carotides, etc. Ça va boucher quelque part. Voilà comment fonctionne le cholestérol et voilà comment fonctionne le low density cholestérol, lipoprotéine, quand il est oxydé et qu'il se dépose. Encore une fois, vous comprenez, que ça sert à rien de faire baisser le cholestérol. Alors, on fait baisser le cholestérol, donc on fait forcément baisser ses transporteurs. Donc, si on est oxydé, on fait baisser le LDL, enfin le low density cholestérol, le transporteur oxydé, on fait baisser forcément. C'est comme ça que ça fonctionne, les statines. Et le médecin, quand il vous prescrit un médicament pour faire baisser le cholestérol, il vous prescrit un médicament qui vous fait baisser les transporteurs, indirectement, les transporteurs de cholestérol, donc ce transporteur de cholestérol oxydé. Mais, plus intelligemment, il vous faut garder ce cholestérol en quantité importante, puisque vous en avez besoin, ça constitue quand même un pourcentage très important de vos membranes, de qualité, et ensuite, éviter, et c'est là la clé du succès, l'oxydation de vos transporteurs de cholestérol LDL. C'est ça qu'il faut éviter. Et ce sera comment vous allez l'éviter? Eh bien, en ayant une régulation de votre système oxydatif la meilleure possible. Et comment elle se fait, cette régulation de système oxydatif? Elle se fait par l'alimentation. C'est-à-dire que vous allez trouver dans votre alimentation, l'alimentation riche en antioxydants, c'est-à-dire en produits végétaux, en flavonoïdes, tous les produits végétaux antioxydants vont être utiles pour éviter que votre cholestérol s'oxyde, enfin, votre transport de cholestérol s'oxyde. Donc, vous ayez des plaques d'athérome. Quelqu'un qui fait une attaque ou un infarctus, c'est quelqu'un qui mange mal. Il mange pas comme il faut, même s'il pense bien manger, il faut constater qu'il mange mal. Est-ce que l'on dit aujourd'hui ça à l'hôpital, à quelqu'un qui a eu un infarctus? Ah non, on lui trouve tout un tas de raisons et de trucs pas possibles, mais jamais on lui dit qu'il a mal mangé. Comme quand on voit un diabétique. Jamais. Alors le diabétique, c'est fatalité, mon grand-père, mon père. Non, c'est parce qu'il y a peut-être une sensibilité, mais cette sensibilité, je l'ai stimulée pour arriver à faire du diabète. Sinon, j'ai pas de raison d'être diabétique. J'ai pas de raison de faire un accident cardiovasculaire. J'ai pas de raison de prendre du poids. Si je prends du poids, si j'ai un accident cardiovasculaire, si j'ai du diabète, c'est parce que quelque part, j'ai mal mangé et je l'ai bien voulu, quoi. Le problème, c'est, si vous voulez, le fait de dire ça, c'est tellement à la fois simple et compliqué que, on le dit pas. Voilà. Et le médecin, est-ce que, quand vous êtes allé le voir un jour, est-ce qu'il vous a demandé ce que vous mangez? Jamais. Il vous le demande jamais. Alors qu'Hippocrate, il y a 2500 ans, il disait, faites de l'aliment votre médicament. Voilà. C'est le problème du naturopathe. Le naturopathe, il vous le demande. On est aussi un peu inégaux. On est un petit peu inégaux, c'est pas parce que... On a des sensibilités, mais c'est pas des fatalités. Juste un exemple, j'avais une tante qui était diabétique, bien diabétique, quoi, et qui vivait avec son père, mon grand-père, et il mangeait les mêmes repas, et lui, il n'était pas du tout diabétique, quoi.
pas la même sensibilité, mais tout à fait d'accord. Mais quand il y a une sensibilité, alors c'est tout le problème de la médecine génétique aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui on est capable de vous dire, vous avez un risque à ça. Pourquoi pas? Mais qu'est-ce qu'on fait en face? Ben aujourd'hui, pas grand-chose. Alors que c'est si simple. Voilà, si vous avez un risque d'être diabétique, ça veut dire que les produits sucrés rapides, qui stimulent l'insuline, c'est une grande croix dessus, hein. À 4 heures de l'après-midi si on veut, mais jamais le matin, jamais à midi, jamais le soir, quoi. C'est comme ça qu'on supprime le problème. Il n'y a pas d'autre solution, c'est physiologique. Maintenant, si vous m'apportez une autre solution, je l'utiliserai volontiers, mais je vous exprime mon expérience. Voilà. Je vous raconte mes 30 années de recherche. Et donc le cholestérol familial, c'est une... Alors c'est autre chose. Il y a les triglycérides familiales ou le triglycéride familial. Ça dépend du niveau. Mais le problème, il est identique. On le gère de la même façon. Il faut des antioxydants et il faut, si vraiment il est familialement très très haut et que ça pose un problème à la limite de fluidité du sang, il faut essayer de manger un œuf le matin, hein, ça c'est sûr. Hein. Il y a aussi le problème des triglycérides. Les triglycérides, c'est pareil. C'est des triglycérides, ça provoque les plaques d'athérome. C'est encore plus dangereux que le cholestérol et le cholestérol oxydé. Les triglycérides, c'est fabriqué comment? À partir d'un excès de sucre, d'un excès d'énergie qui n'est pas utilisé. On fabrique des triglycérides en mangeant trop de pain. Si vous mangez une baguette de pain dans la journée, vous avez un taux de triglycérides qui forcément est au plafond. Et si vous voulez faire baisser, il suffit d'arrêter le pain. Voilà. C'est pas compliqué. Voilà. C'est tac. Après, c'est un choix de vie, hein. Vous pouvez faire comme vous voulez. Mais, voilà. Et si on voulait faire de la vraie santé publique, on devrait commencer à regarder la consommation de pain en France et dans le monde. Quand je dis du pain, ça peut être... tous les pays ont un équivalent du pain, c'est-à-dire de source de glucides plus ou moins rapide qui est proposée en quantité beaucoup trop importante. Il y aurait la dépense énergétique en face. Pas de problème, vous seriez marathonien. Un marathonien, il est à 6000 calories par jour. Si vous êtes assis à 6000 calories par jour, vous allez prendre du poids. Hein. Mais si vous êtes marathonien, 6000 calories par jour, vous restez mince comme un fil. C'est une question de dépense énergétique à mettre en rapport avec la consommation d'énergie que l'on fait. Et donc, moi j'ai travaillé beaucoup de ma carrière de nuit, et donc vous parliez du travail de nuit. Qu'est-ce que vous préconisez? Parce que bon, les gens n'ont pas le choix, quoi, s'ils travaillent de nuit. Ce que je préconise, c'est simple, c'est qu'un travailleur de nuit devrait être payé 10 fois plus que le travailleur de jour, parce qu'il va vivre beaucoup moins longtemps et avec plein d'emmerdements de santé. Je m'excuse, c'est comme ça. C'est vrai, mais c'est pas pris en compte du tout. Non, c'est une question économique après. Mais parce que, voilà, après, c'est pas à moi de... Le cancer du sein de la femme, je crois que c'est 30% de plus. Mais oui, mais c'est sûr, c'est prouvé, mais on le sait. Les personnes orales. Qu'est-ce que vous voulez? On serait maître de personne orale. Par rapport justement à ce rythme jour-nuit, vous avez démarré la journée à 7-8 heures, à un moment de votre exposé. Oui. Mais par contre, vous parlez dans la fonction de réveil au niveau des rythmes cardiens, etc., pas non au niveau du début du jour. Oui, mais quand je dis 7-8 heures, il faut le prendre le début de la journée. Le début de la journée, le soleil varie, se lève quelquefois à 6 heures, d'autres fois à 8 heures. Donc c'est le début de la journée. Si vous voulez, on est sur le rythme solaire. Donc ça me permet d'enchaîner aussi sur le problème des chronotypes. Donc le rythme solaire est variable dans nos pays tempérés, puisqu'on a 45e parallèle, qui est variable entre l'hiver et l'été. Donc, effectivement, on aura une sécrétion qui va démarrer plus ou moins tôt. Donc, logiquement, il faudrait qu'on suive ce rythme-là. C'est-à-dire que, logiquement, il faudrait que l'on se lève plus tôt l'été et plus tard l'hiver. Normalement. Hein. Ce qui entraîne des problèmes au pôle. Enfin, tous les Finlandais et tout, ils ont des problèmes dans un sens. Et puis, d'autre côté aussi, on est toujours sur le problème de terre et peuple. Hein. C'est qu'à l'équateur, on n'a pas la même physiologie qu'ici, et on n'a pas la même physiologie qu'en Finlande. Hein. C'est l'endroit de la terre, les peuples sont différents déjà à cause de tout ça.
Alors, deuxième chose, les chronotypes. Les chronotypes, j'en ai pas parlé, mais j'en parle dans mon bouquin. Qu'est-ce que c'est? C'est un peu notre réglage de nos horloges internes. On a des gens qui ont des réglages un petit peu en avance, d'autres un peu en retard, d'autres à l'heure. Voilà, c'est tout simplement ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des gens qui le matin n'arrivent pas à se lever parce que la sécrétion de cortisol vient tardivement. Mais par contre, la nuit, il n'arrive pas à s'endormir parce que la sécrétion de mélatonine aussi, elle vient tardivement. Donc, ils sont des gens qu'on appelle les lève tard, couche tard, hein, et ceux-là ont statistiquement plus de risques de santé. Parce que malgré tout, si vous voulez, ils sont un peu en décalage par rapport à certains de leurs rythmes quelque part organiques, et ils ont tendance à l'accentuer. Donc, ça crée des catastrophes. Ils se désynchronisent plus facilement. Les meilleurs, ce sont ceux qui se lèvent de bonne heure et qui se couchent tôt. Ils ont les meilleures chances d'éviter les accidents cardiovasculaires. Donc les chronotypes, c'est déjà quelque chose qui permet de savoir si on a un risque de santé avec des maladies métaboliques et d'alimentation ou pas. Et s'il faut faire très attention ou pas. Déjà de savoir ça. Si vous avez des difficultés à vous lever le matin de façon toute votre vie, ça a été ça. Si c'est des difficultés à vous lever le matin, ça peut être on va en parler si vous voulez en 2 secondes pour les problèmes de crise, hein, quand pendant quelques temps on a un problème pour se lever, ça marche pas, c'est autre chose. Mais quand c'est régulier depuis le début de sa vie, c'est qu'on est d'un chronotype particulier, et dans ce cas-là, il faut y faire plus attention que si on n'a pas de problème. C'est une question à prendre en compte. C'est comme pour l'analyse génétique dont on dit un mot tout à l'heure, c'est que si on a trouvé cette sensibilité chez vous, il faudra chercher à pas l'accentuer. Hein. Quelqu'un qui a une sensibilité à Parkinson, par exemple, ça existe aujourd'hui. Hein, on sait, on peut arriver chez quelqu'un à la naissance, presque, on peut savoir s'il a une sensibilité, s'il fait partie d'un groupe génétique à risque de maladie de Parkinson. Qu'est-ce qu'il y aura à faire comme précaution? C'est tous les problèmes de protéines. Hein, Parkinson, ça va être les problèmes de quantité de protéines suffisantes, avec des acides aminés stimulant la dopamine, etc. Toute sa vie, il va falloir qu'il fasse attention pour prévenir ces problèmes de Parkinson. Tout peut se prévenir. Alors maintenant, par rapport à la fatigue qui peut arriver le matin si on n'arrive pas à se lever accidentellement, je dirais, toujours ça a tout bien marché, puis un jour, pouf, on n'arrive pas. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas très compliqué. En général, c'est un problème de stress. C'est un problème de stress, c'est-à-dire qu'on a usé un petit peu nos réserves le matin quand on a une sécrétion de cortisol. On a en même temps nos neuromédiateurs dans la lignée des neuromédiateurs d'éveil, c'est-à-dire dopamine, adrénaline et noradrénaline qui sont sécrétés. Et ces neuromédiateurs, si on mange pas assez de protéines, si on a du stress, ils vont, pour résumer et sans rentrer dans les détails, ils vont s'épuiser. Donc le matin, vous n'aurez pas ces sécrétions de neuromédiateurs. Donc le matin, vous aurez du mal à être motivé. Voilà. Et comment on fait pour remettre ça d'aplomb? On refait une sorte de petit bilan sur son alimentation pour voir s'il y a assez de protéines dans l'alimentation. On essaye de voir aussi les causes de stress de façon à diminuer, parce que le stress, c'est une hyperconsommation de ces protéines d'éveil. Hein, quand on a du stress, on a une hyperconsommation d'adrénaline. Donc on détruit l'adrénaline, c'est fabriqué à partir d'un acide aminé qui s'appelle la tyrosine. Donc on détruit la tyrosine chaque fois qu'on a du stress. Donc si on n'en apporte pas assez derrière, on ne pourra plus faire face à la demande physiologique naturelle et on sera épuisé. Hein. Donc tout ça, c'est ce qui conduit en général vers le burn-out. Hein, c'est parce qu'on a un épuisement de toutes ces sécrétions de neuromédiateurs, le burn-out. Et on a un épuisement ensuite à un stress prolongé et intense, parce qu'on épuise justement ces capacités de résistance au stress. Oui, c'est le stress à court terme nous permet de passer par justement les phases de défense, etc., comme vous en parliez. Ah, ça coûte cher, ça pose jamais de problème. Lui, devenant extrêmement négatif. Toujours. Et il est quelquefois très léger, ce stress à long terme, comme vous l'expliquez, avec une lumière, avec un bruit, avec des contrariétés qui traînent. C'est ça le pire du stress. Oui. Mais par contre, dans le stress rapide, vous avez parlé d'abord de riposter, ensuite de fuir. Alors ça, c'est le stress. Ce sera à mon avis à mettre dans l'autre sens. Et par contre, il y a un non, c'est un choix. Par rapport à une agression.
il y a le phénomène de sidération. Oui, c'est le lapin. C'est le lapin, c'est la souris, voilà. etc. Mais aussi chez l'être humain. Oui, tout à fait. Mais je veux dire, dans le cas de la sidération, on n'a pas besoin d'énergie. Dans le combat, on secrète déjà ce qui nous prépare à mourir sans douleur. Tout à fait. Morphine, etc. Tout à fait. Mais comme la situation est la mort, si vous voulez, ça m'intéresse pas trop. Je préfère le combat et la vie. Mais vous avez raison. Un lapin, il meurt. Il est sidéré, il est prêt à la mort, mais il meurt. Est-ce que je préfère qu'il fuit ou je préfère qu'il m'attaque? Le phénomène de sidération peut arriver donc, avant l'attaque, mais aussi pendant. C'est ce qui fait aussi qu'on a, après certaines agressions, etc., des oublis ou des mécanismes de défense. Certainement, mais si vous voulez, vous rentrez dans des points très précis qui sortent un peu de mon champ d'action, puisque moi je reste quand même sur la prévention des maladies métaboliques, donc dans un autre aspect. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, tout à fait. Et qu'est-ce qui pourrait être des antioxydants alors il y a les végétaux. Les meilleurs antioxydants, c'est dans les végétaux. Il y en a dans les produits animaux aussi, mais les meilleurs, c'est dans les produits végétaux. Donc, manger assez de légumes colorés, ce qu'on appelle légumes colorés, c'est-à-dire l'acide coloré avec du bleu, du vert, du rouge. Ça, c'est les antioxydants. Le bleu, le vert, rouge, les anthocyanes, les flavonoïdes, c'est ce qu'on appelle les antioxydants. En anglais, on appelle ça des radical scavengers, c'est-à-dire des éboueurs. C'est-à-dire que quand on a alors l'oxydation, ça me fait rentrer dans des détails qui vont peut-être être un peu ce qu'on Non, mais c'est par rapport au cholestérol, comme vous disiez. Oui, mais l'oxydation, comment on la crée? C'est le stress oxydatif. Le stress oxydatif, c'est l'énergie. L'énergie, quand on a besoin d'énergie, au niveau de nos mitochondries, on fabrique de l'énergie. C'est une molécule qui s'appelle l'ATP, ATP magnésium. C'est une molécule qui donne de l'énergie à tout notre organisme, là où il y en a besoin. Et en fabriquant ça, on relargue des produits, des déchets qu'on appelle des radicaux libres, des déchets oxydants, très, très oxydants, les radicaux libres. Et normalement, on a une chaîne de dégradation de ces antioxydants, les antioxydants qui sont, si on les détruit pas, ils bousillent tout ce qui touche. Donc comme ils sont fabriqués dans la mitochondrie et ils sortent déjà dans la mitochondrie, dans les membranes de la mitochondrie, on a des antioxydants. Ça peut être des minéraux, de la SOD, vous avez des différents produits, une chaîne d'antioxydants. Si vous voulez, un radical libre, c'est encore une fois comme un lapin, et le lièvre même, il s'échappe, et puis les antioxydants, c'est les chasseurs. Ils essayent de tuer le lièvre. Alors il y en a toute une chaîne. Ça commence dans la mitochondrie, à l'intérieur de la mitochondrie. Il y en a dans les membranes de la mitochondrie. Après, il passe dans la cellule. Dans la cellule, il y en a. Et le danger, c'est que ces radicaux libres, ils passent dans la membrane du noyau et ils aillent attaquer notre ADN. Et là, ils vont créer des mutations. Et ça crée quoi? 2 mutations, c'est cancer. Le cancer, ça démarre à cause d'un manque d'antioxydants. C'est tout des maladies alimentaires. Le cancer démarre avec... Donc, le radical libre, là, s'il n'est pas tué avant d'arriver dans le noyau, il va provoquer des mutations et des dégradations de l'ADN et des cancers. S'il s'échappe par l'autre côté, il passe la membrane de la cellule. Là, dans la membrane de la cellule, il y a les oméga 3, il y a les coenzymes Q10, il y a tout un tas d'antioxydants aussi là qui sont là pour l'empêcher de le détruire. S'il arrive à passer, il arrive dans le sang. Et là, il va attaquer le LDL. Il va être baladé. Et il risque d'aller dans d'autres cellules, attaquer les cellules, passer dans les membranes et faire d'autres destructions à droite à gauche. Comme des métastases, si vous voulez, quelque part. Donc il va partir faire des dégâts partout. Et là, dans le sang, c'est là où sont nos flavonoïdes, nos anthocyanes, nos antioxydants végétaux, nos radical scavengers, c'est-à-dire nos éboueurs qui vont piéger les radicaux libres qui se baladent dans le sang et éviter leur propagation et éviter qu'ils attaquent ce cholestérol, etc., etc. Donc, en mangeant des flavonoïdes, en mangeant de la lentille du puits, en mangeant des aubergines, en mangeant des épinards, en mangeant des myrtilles, en mangeant des fruits. Vous savez, il y a des médecins canadiens qui ont fait des mélanges de 10 ou 15 fruits et légumes mixés, etc., qui donnent ça comme anticancéreux. Pourquoi anticancéreux? Parce que ça rentre dans votre corps, ça va dans votre sang, ça peut pas aller plus loin que dans votre sang, ça se balade dans votre sang avant d'être éliminé par le foie et partir dans vos selles. Ça se balade dans votre corps et en même temps que ça se balade dans votre sang, ça piège tous les radicaux libres qui se baladent, qui n'ont pas été tués dans vos cellules. Et ça évite qu'ils créent des cancers à droite à gauche. C'est pour ça que c'est anticancéreux.
Et c'est pour ça que ça évite le problème du cholestérol oxydé. Voilà. C'est l'alimentaire, donc ça se trouve dans ces produits-là, dans les fruits, les légumes, majoritairement. C'est pour ça qu'il faut en manger. Mais ça sert à rien d'en manger si vous n'avez pas mangé les protéines, les gras et les sucres de façon correcte avant. N'oubliez jamais ça. Parce que on va vous vendre des quantités d'antioxydants, mais on vous parle pas de manger vos protéines. Ça sert à rien de prendre du sélénium si vous n'avez pas mangé correctement vos protéines. Ça sert à rien de prendre du coenzyme Q10 si vous n'avez pas mangé correctement vos aliments. Et quelle est l'importance des fibres alimentaires? Alors, les fibres alimentaires, c'est une variété de sucres. Ce sont des sucres non solubles. C'est-à-dire des sucres qui sont pas assimilés, non assimilables. Ça reste dans l'intestin. Ça a un rôle de ballast pour faciliter le drainage de l'intestin. Et puis, ça retient aussi, ça tempère un petit peu ça participe au mucus intestinal, parce que dans votre intestin, vous avez la flore intestinale, la membrane intestinale, et puis entre les deux, vous avez du mucus. Et tout ça, c'est une sorte d'écosystème dans lequel il se passe plein de choses, de réactions de digestion, etc., et immunitaire aussi, hein. Et donc, les fibres participent à ça, parce que les fibres nourrissent cette flore. Ça leur sert c'est ce qu'on appelle les prébiotiques. Ça sert de nourriture à ces enzymes, à ces bactéries, à ces cellules, etc., qui sont dans notre intestin et dont on a vraiment besoin. En plus de faire le ballast, c'est-à-dire la masse pour faire l'évacuation, ça piège aussi l'excès de corps gras, ça piège des virus, ça piège plein de trucs. Donc ça a un rôle de fond. C'est un rôle fonctionnel. Un rôle fonctionnel, mais c'est pas absorbé. Ça va pas dans le sang. Hein, ça reste dans l'intestin. Donc ça nourrit l'intestin et ça nourrit les cellules de l'intestin et ça facilite le fonctionnement de l'intestin. Et c'est hyper important d'avoir un intestin en bon état. D'ailleurs, chaque fois qu'on a un problème de santé, la première chose à faire, c'est de voir l'état de l'intestin. Les naturopathes le savent bien. Hein. C'est l'intestin, il faut qu'il soit dans le meilleur état possible parce que sinon, c'est les problèmes d'hyperperméabilité, si ça vous dit quelque chose intestinal. Hein. C'est les problèmes de maladies auto-immunes, c'est les problèmes de réactions allergiques. Vous savez, l'intolérance au gluten, c'est simplement des gens qui ont un intestin mal nourri. C'est simplement ça. 90%. Les 10% restants, c'est les maladies cœliaques qui sont complètement différentes du problème de base. Mais le problème de la perméabilité intestinale et de l'intolérance au gluten, c'est un problème qui est uniquement de mauvaise alimentation, encore une fois. Il y a une mauvaise alimentation qui entraîne un mauvais équilibre de notre flore intestinale, de notre microbiote, et à partir de là, des perturbations arrivent. C'est pour ça qu'il faut prendre en général des probiotiques, c'est-à-dire de la flore intestinale vivante en quelque sorte, tout un tas de variétés, avec des actions plus ou moins proches, mais des petites nuances. Et cette flore intestinale, elle doit être entretenue tous les jours. Hein. Il faut tous les jours la remuer, la stimuler, et c'est ce qui entretient la globalité aussi de notre système immunitaire, ça, hein, puisque vous savez que c'est à l'interface avec notre milieu extérieur, l'intestin, hein, comme les poumons. Et c'est de par sa complexité qu'on dit que c'est le cerveau. Alors non, c'est autre chose. C'est parce que dans l'organisme, tout est lié, hein, tout est lié. Et ce qui se passe au niveau intestinal est a tout de suite des effets au niveau cérébral. Ça veut dire, c'est les mêmes neuromédiateurs, c'est les mêmes la sérotonine, même la mélatonine, hein, il y en a sécrété au niveau des cellules entérochromophines, on appelle ça comme ça parce qu'elles sont entéro dans l'intestin, chromophines parce qu'elles sont colorées. Donc ces cellules fabriquent de la sérotonine à partir de nos aliments, de notre tryptophane, c'est-à-dire de notre acide aminé dans les protéines, ça fabrique ça au niveau de l'intestin, et c'est les mêmes neuromédiateurs que dans le cerveau, qui font fonctionner le cerveau. Pour le sérotonine, c'est l'humeur, c'est la satiété, c'est notre équilibre de vie. Hein. Donc les échanges sont permanents et immédiats. Quand vous avez une contrariété, non seulement vous êtes mal dans votre tête, mais vous avez ce qu'on appelle une ischémie au niveau de votre intestin, c'est-à-dire vous avez l'intestin, il se noue, hein, ça veut dire que vous avez une perte d'alimentation, de la circulation se coupe, hein, et vous avez donc une mort de morceaux de votre intestin. C'est ce qu'on appelle l'ischémie. Et quand vous calmez, il y a ce qu'on appelle une reperfusion, c'est-à-dire que le sang revient, et ça vous fait des petites hémorragies au niveau intestinal. Et c'est la base
de la perméabilité intestinale. C'est-à-dire que vous avez votre intestin, il devient un intestin, ce qu'on appelle passoire, parce que vous avez des trous qui sont apparus dans l'intestin, et ces trous, quand vous mangez quelque chose après derrière, même insuffisamment coupé en morceaux, hein, les morceaux de protéines, comme je l'ai expliqué, ça passe que normalement en un acide aminé ou deux, mais si vous avez des morceaux plus grands qui passent à travers ces trous, vous allez avoir des morceaux suffisamment longs pour créer ce qu'on appelle des réactions immunitaires dans votre organisme. Et ça, c'est la réaction soit allergique, soit auto-immune, soit le choc anaphylactique. Enfin, c'est une perturbation qui peut créer les thyroïdites d'Hashimoto, les scléroses en plaques, etc. Vous savez, quelqu'un qui a une sclérose en plaques, quand il est constipé, il y a plus de tension au niveau intestinal, les passages de molécules anormales sont plus importants, et il fait une crise derrière. C'est typique. Et c'est tout pareil dans les maladies auto-immunes. Quand l'intestin va mal, derrière, voilà, ça flanche. Vous avez des gens, ils ont une contrariété, 3 jours après, ils font un eczéma. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que pendant la contrariété, ils ont eu ce phénomène qui a détruit leur intestin. Les molécules mal détruites, mal coupées en morceaux par notre flore intestinale, qui sont passées, qui ont déclenché une réaction immunitaire, et l'eczéma qui sort, c'est à minima l'élimination, c'est une élimination de ces produits détruits, anormaux dans le sang. Votre organisme réagit. Et vous avez plein de gens qui font des eczémas 1 ou 2 jours après un choc comme ça, un choc, une contrariété, un stress. C'est ce phénomène-là qui est à la base. Et est-ce que le même phénomène, quand la contrariété entraîne une jaunisse au niveau du foie? Pourquoi pas? Ça veut dire qu'il y a une jaunisse. Qu'est-ce que c'est? Jaunisse, c'est une surcharge fonctionnement hépatique. Donc, surcharge fonctionnement hépatique, ça veut dire des déchets qui arrivent en quantité trop importante. Donc, forcément, c'est tout à fait possible qu'il y ait une surcharge d'éléments à éliminer suite à une contrariété, puisqu'il y a eu un mauvais passage. Donc, il y a des molécules et votre organisme se défend quand c'est cette invasion de produits anormaux. Et il va les éliminer. S'il les élimine pas par la peau, c'est-à-dire l'eczéma, il les éliminera peut-être par les selles, et ça passera par le foie, où ça fera un excès de fonctionnement. Ça m'est arrivé, c'est instantané. Donc j'étais au téléphone avec quelque chose qui m'a vraiment choqué, etc. J'ai terminé, j'avais de la douleur. Et chez d'autres, vous avez des diarrhées. Une contrariété, diarrhée. Pourquoi? Parce que l'intestin, il fait n'importe quoi d'un coup, et en diarrhée, voilà, le stress. Mais combien de personnes qui, avant d'aller à un examen, ont des diarrhées? Parce qu'ils ont la trouille, ils ont un stress, l'intestin, et hop, terminé. Alors si vous avez ça une fois, comme ça, aucun problème. Mais si vous avez ça tout le temps, vous imaginez le problème des dégâts que ça fait, et derrière, après, vous ne vous étonnez pas d'avoir des maladies auto-immunes, hein. Je dis maladie Hashimoto, sclérose en plaques, mais ça peut aller loin, hein. Parkinson, on en parlait tout à l'heure, il y a des dégénérescences cérébrales qui naissent là-dedans. Alzheimer, on se demande même si ça c'est pas lié à ça, hein, certainement. Vous savez, Alzheimer, on l'appelle le diabète de type 3. Parce qu'il y a le diabète de type 1, c'est quand le pancréas fonctionne pas du tout. Le type 2, c'est quand on mange mal et qu'on a surpoids et usure du pancréas par sécrétion trop importante régulièrement d'insuline. Et le type 3, ça serait Alzheimer. C'est-à-dire c'est une variété encore d'excès alimentaires à la base. Qui provoque Alzheimer, c'est sans aucun problème lié à ça. Alors après les sensibilités familiales ou autres, ça il y a aucun souci, hein, c'est lié. Mais voilà, c'est l'un va avec l'autre. C'est-à-dire qu'il y a une sensibilité plus le problème alimentaire et voilà, ça crée la maladie. Voilà. Donc il faut le secret pour moi, c'est mes programmes alimentaires. Hein. Plus on les suit à peu près, moins on a de risque de passer du côté maladie. Hein. Encore une fois, pour revenir à l'insuline et à la glycémie qu'on mesure, il faut comprendre qu'on a un état de bonne santé, on a l'état de mauvaise santé qui est défini aujourd'hui par les analyses. Donc, on prend votre tension, on prend votre cholestérol, on prend votre glycémie, etc. C'est là, d'accord? Et puis là, si vous faites rien, vous allez vers l'état d'accident cardiaque, mortel ou pas, de diabète installé, etc. Mais avant cette partie intermédiaire, là, vous avez une partie énorme, et c'est là que tout se joue. C'est-à-dire que si on arrive à trouver des analyses à ce niveau-là, on prévient les niveaux supérieurs. Mais une fois qu'on est arrivé là, on ne peut plus faire marche arrière. Une fois que l'analyse a été négative, c'est excessivement dur de faire marche arrière. C'est-à-dire qu'on coule petit à petit vers
l'issue catastrophique. Donc les niveaux intermédiaires, qu'est-ce que c'est? C'est la mesure de l'insulinémie, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, 20 ans de gagné. C'est la mesure de la souplesse des parois artérielles. Je vous ai dit que si on se nourrissait mal, on avait un durcissement en résumé des parois artérielles. Si vous mesurez la souplesse aux parois artérielles, et ça se mesure couramment. J'ai un appareil, pop, mètre, pression d'onde de pouls, POP, pression d'onde de pouls, on mesure le pop, mètre, on mesure la souplesse des articulations. C'est mon truc qui doit terminer là, il n'y a plus de batterie. Et donc la souplesse des articulations des artères. Vous avez d'autres paramètres, c'est les enzymes hépatiques. Quand il y a une surcharge au niveau hépatique aussi, les enzymes, je sais plus comment le nom, il est ultrasensible, là, je sais plus trop quoi, ultrasensible, enfin les enzymes hépatiques ou les SGT ou SGOT, etc. Donc vous mesurez ces enzymes hépatiques. Quand vous mesurez ces choses-là, vous gagnez 10 à 20 ans par rapport à la mesure de la tension qui va être au-delà de la normale, du cholestérol, enfin des triglycérides au-delà de la normale, du glucose, la glycémie au-delà de la normale. Mais dans ces mesures préventives, qu'est-ce qu'il y a entre autres, à part l'insuline, les enzymes hépatiques, la pression de souplesse artérielle? Le tour de taille. Je vous l'ai dit, 94-95 pour les hommes, 84-85 pour les femmes, grosso modo. Si on passe cette limite-là, on est sûr de perdre 10-20 ans de vie à la sortie, ou des complications, des maladies derrière. Voilà comment ça fonctionne. Il y a l'effet hormonal pour le tour de taille. Alors, je reprends. Les cycles hormonaux, vous en avez la maîtrise. Non, la ménopause, l'andropause, ça va bien provoquer des perturbations. Non, la rétention, mais vous allez l'aggraver simplement. C'est comme être diabétique de père en fils. Ça vous met dans une situation de sensibilité. Mais c'est à vous de ne pas l'aggraver, cette situation de sensibilité. Et les moyens, c'est ce que j'essaye d'expliquer, c'est qu'on en a les moyens. Il ne faut pas comprendre la vie comme étant un tunnel avec sans issue. Non, on a les moyens. Il suffit de se les approprier et puis de les utiliser correctement. On a les moyens. C'est ce que j'essaye de faire comprendre. Donc quand on est jeune, même si on s'alimente mal, on n'a pas les conséquences qu'on a. C'est la sensibilité qui varie. Un jeune qui mange une pizza le soir, il n'aura pas de prise de poids. Mais une femme de 60 ans qui mange pizza le soir, elle aura une prise de poids. Mais qu'est-ce que je dis? C'est de pas manger la pizza le soir. Voilà. J'y peux rien, c'est comme ça. Et qu'est-ce qui fait que, en fait, je m'étais rendu compte que quand je faisais ma prise de glycémie, par exemple, il y avait tout le temps une différence quand je mangeais, par exemple, des pâtes cuites al dente, et quand je faisais trop cuire, j'avais pas le même taux de glycémie. Et quand j'ai posé la question, on m'a dit le fait de les faire trop cuire, que ça se transforme en sucre lent. En sucre rapide plutôt, alors que c'était à la base des sucres lents. Voilà. Et alors ça, j'explique dans le bouquin, c'est pas compliqué. C'est que les pâtes, c'est de l'amidon. L'amidon, c'est des chaînes de glucose. Le glucose, c'est le sucre rapide du maillon de base. Donc là, vous avez glucose, une grande chaîne. Quand vous l'avez dans le blé, dans le champ, la chaîne, elle est très compliquée, il y a des branches partout, enfin, c'est un fouillis, une fibre énorme. Ce blé, vous en faites de la farine, etc., etc. Vous avez cassé déjà un petit peu ces chaînes. Vous en faites des pâtes, donc elles sont un peu cassées. Ces pâtes, vous les mangez al dente ou crues ou pas trop cuites. Les chaînes ne sont pas trop cassées, donc votre organisme va mettre du temps à le digérer. Vous le mettez à la cuisson, vous allez casser encore ces chaînes. Donc vous allez faire presque des sucres très rapides. Et donc vous allez avoir quelque chose qui va faire réagir beaucoup plus votre insuline. La pomme de terre, c'est pareil. Plus vous faites cuire un aliment, et alors le pire, qu'est-ce que c'est? La cocotte minute. La cocotte minute, vous êtes à 120 degrés. Vous cuisez encore plus. Et tous les produits traités industriellement, qui sont cuits sous pression, etc., on casse encore plus. Ça veut dire que plus on va aller vers une transformation, ce qu'on appelle les aliments ultra transformés aussi, plus on va vers une transformation du produit de base, plus on va vers un produit qui va
générer, dans le cas des sucres, générer une sécrétion d'insuline forte. Donc, une variation de votre glycémie terrible derrière. La façon de ralentir des pâtes, de re-ralentir ces sucres quand ils ont été cuits. Les pâtes, vous les avez faites cuire trop longtemps. Vous les avez faites cuire tout court. Vous les aimez bien cuites et al dente, vous n'arrivez pas à les manger. Mais vous voulez pas qu'il y ait ces effets négatifs. Qu'est-ce que vous faites? Je l'explique. Vous faites quoi? Vous rajoutez du gras, vous rajoutez du beurre, vous rajoutez de l'huile. Ça va ralentir votre vidange gastrique. C'est-à-dire que ces pâtes, trop cuites, elles vont mettre plus de temps à arriver dans votre intestin. Et mécaniquement, vous allez ralentir, par un artifice, d'avoir mis un peu de gras dessus, vous allez ralentir la vidange de votre intestin, de votre estomac. Ça va aller moins vite dans l'intestin, ça va moins vite être digéré, et vous aurez moins de sécrétion d'insuline derrière, et ça vous usera moins, ça vous vieillira moins vite. Voilà. Simplement en rajoutant un peu d'huile ou un peu de gras. C'est un secret de... Et c'est pour tous les aliments, par exemple, c'est pour tous les sucres. Donc pour tous les aliments qui contiennent des féculents. Tous les aliments qui contiennent des sucres, de l'amidon, de la farine. Tous ceux qui contiennent de l'amidon, ça agit directement là-dessus. Il vaut mieux manger un fruit entier que par exemple le fruit entier, il sera beaucoup moins sécréteur d'insuline s'il est entier plutôt qu'en compote. Et le pire, c'est en jus de fruits. Et le pire du pire, c'est le jus de fruits déjà préparé à l'avance. Parce que dans le jus de fruits en bouteille, même conservé au frais, c'est plus que des petits sucres que vous avez. Vous n'avez plus de chaîne. Plus la chaîne est longue, plus elle est difficile à digérer, moins ça vous fera sécréter d'insuline. Si vous prenez du Tropicana ou du machin ou n'importe quoi, vous avez le pire du pire. Le moins pire, ça sera le jus d'orange. Moins pire, ça sera l'orange entière. C'est comme ça que ça marche. Plus vous partez vers un produit transformé, plus vous aurez de réactions avec les sucres. Des réactions au niveau de l'insuline. Et le jus d'orange, c'est catastrophique. Le jus d'orange industriel. Il n'y a pas de fibres, les jus, par rapport Il y a très peu de fibres. Il y a très peu de fibres dans les jus. C'est ce que vous me demandiez. S'il y a des fibres. Par rapport au fruit entier, je veux dire. Très peu, parce que les fibres, elles sont dans la pectine, dans ce qui entoure vous savez, quand vous pressez une orange, si vous mangez ce qui reste, c'est les fibres, mais si vous mangez pas, les fibres, elles n'y sont plus. Donc, quand vous mangez une orange entière, vous mangez des fibres. Donc, vous mangez quelque chose qui va être plus lent. Tandis que quand vous enlevez les fibres, ça va être plus rapide. Voilà, toujours, c'est mécanique. Ça, c'est mécanique. Voilà, je sais pas quelle heure il est, Maxime. 7h, voilà. Donc, en gros, plus on avance dans la journée, plus il faut que ce soit plus. Ah non, il faut pas des quantités, il faut que ça soit vite digeste, oui, mais pas pour les sucres. Les sucres, il faut retenir une chose par rapport aux sucres. Les protéines, vous pouvez en manger tant que vous voulez, pendant n'importe quelle heure de la journée, à la limite presque. En faisant attention le soir, à pas des quantités trop grosses protéines et en trop grande quantité. Des sucres, à la limite, je vous dirais des sucres rapides, donc des jus de fruits, des confiseries et tout. Jamais ou à 5 heures. Voilà. Jamais ou à 5 heures. Jamais ou à 5 heures. Et les gras, le matin, à la limite le pâté, le foie gras, tout ce que vous voulez, le saucisson, le matin, aucun problème. À midi, presque aussi, mais un peu moins. Et le soir, non. Le soir, mais du bon gras, du gras du poisson, des viandes. Alors les viandes bio et les viandes industrielles, si c'est du bio industriel, ça vaut rien. Hein. Même bio, le bio n'est pas une garantie nutritionnelle, c'est une garantie de payer des charges, mais c'est pas une garantie nutritionnelle. Le bio. Pardon. Et les soupes, alors c'est bon ou c'est pas bon? Alors les soupes, ça a des avantages et des inconvénients. Alors le principal inconvénient, il n'est pas pour les hommes, il est pour les femmes. C'est que les soupes, surtout si elles sont salées, et surtout si elles contiennent des pommes de terre ou des pâtes, ça va apporter de la cellulite. Parce que ça fait des petites micelles dans l'eau. Et alors, comme dans une soupe, on fait cuire des légumes, c'est-à-dire on fait éclater les cellules, et on a donc plein de minéraux qui se baladent, qui sont mélangés dans l'eau, et avec le sel aussi, qui est un minéral, le sodium. Donc tout ça va attirer l'eau, et ça va être mal digéré, et ça va faire de la cellulite. La soupe le soir. Le matin, moins, mais le soir, oui. Voilà, la soupe le soir, c'est cellulite.
Une soupe le soir cellulite. Pour que ce soit une soupe, il faut que ce soit ce que vous disiez, la ratatouille ou quelque chose comme ça. Ah, c'est mieux que la ratatouille est mieux que la soupe le soir. Mais pour les hommes, ça craint moins. Donc un homme prendrait une soupe le soir à condition qu'il n'y ait pas trop de pommes de terre, pas trop de féculents, pas trop de sucre dedans. Hein. Donc une soupe de légumes, pas de légumes secs, mais de légumes. Aucun problème. À condition de pas trop saler aussi. Il faut pas trop saler non plus. Chaque fois qu'on met du sel, on met un produit qui va attirer de l'eau dans les cellules. Une fois qu'il est dans la cellule, il attire de l'eau. Hein. Donc il fait retenir de l'eau. Donc on a des œdèmes, on prend du poids liquide. Donc l'excès de sucre et de sel. Voilà. Ils rajoutent du sel parce qu'ils ont rajouté du sucre pour que justement l'aliment fasse de la rétention d'eau par rapport au poids, principalement dans les charcuteries de basse qualité. Oui, ça pèse plus lourd. C'est-à-dire qu'une tranche de jambon avec du sel, ça va attirer de l'eau, donc ça fera. Ils mettent du sucre pour attirer, pour la rétention d'eau. Donc après, pour que ça ait encore un peu salé, ils sont obligés de rajouter du sel. Oui, mais le sel aussi retient de l'eau. Hein. Le sel retient de l'eau aussi. Même si vous salez du jambon, ça va retenir de l'eau. Hein. Donc ça augmente le rendement financier. Hein. C'est intéressant pour eux. Tout aliment moins hygiénique, c'est mieux. De toute façon. Ah oui, tout à fait. Plus on mixe, plus on casse. Et plus on casse, plus au niveau du sucre, c'est pas bon. Maintenant, si c'est que des protéines pures, vous pouvez les mixer, mais ça arrive pas. Hein. On n'a pas beaucoup d'aliments. Le blanc d'œuf, c'est le seul qui soit en protéines pures. Le blanc d'œuf. C'est la protéine pure, ça vous pouvez manger mixé, pas mixé. Mixé, c'est les œufs en neige. Et est-ce que c'est aussi facilement que ça assimilable? Les œufs en neige? Non, justement, la protéine pure. La protéine pure? Ah, on est fait pour l'assimiler, il n'y a aucun problème. Si on l'assimile mal, c'est parce qu'on n'a pas l'habitude, donc il faut laisser aux enzymes le temps de se refabriquer et tout. Mais il y a des chaînes longues chez le vieil animal. Oui, oui. Et moi, j'ai tiré cette stat d'un documentaire sur la boucherie, où a priori, on expliquait qu'on arrive à digérer à peu près un faible pourcentage par rapport à une viande animale type le vieux bœuf, alors que un apport protéinique par certains vers blancs qui sont consommés en Afrique arrivait à être le double ou le triple. Alors, il y a deux problèmes. Il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est l'âge. Plus on avance en âge, plus nos enzymes sont fatiguées, plus on a de difficulté, surtout si on n'en a pas mangé régulièrement, à digérer des grosses protéines. Donc une côte de bœuf chez quelqu'un de 70 ans, ça va poser des problèmes, surtout s'il n'en a pas mangé depuis déjà 6 mois. Voilà le problème. Premier problème, il va mal les assimiler. Deuxième problème, c'est que les protéines, la digestion des protéines nous apporte une satiété. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça nous cale, ça nous évite de grignoter, ça nous évite de faire n'importe quoi au niveau alimentaire. Si on mange des protéines courtes, eh bien, on va pas être calé autant que si on mange des protéines longues. Par exemple, à midi, vous mangez du poisson, eh bien, vous risquez d'avoir faim à 4 heures de l'après-midi, même en dehors du problème du sucre. Parce que si vous mangez une côte de bœuf à midi, vous n'aurez pas faim avant 6 heures. C'est là la différence. C'est le temps de digestion de la protéine. Au revoir, je t'en prie, merci. Voilà, le problème des protéines, il est double, hein, entre autres double, à cause de ça. L'âge et puis la durée de digestion qui n'entraîne pas les mêmes conséquences. C'est pour ça que si on veut pas faire de bêtises à 4 heures d'après-midi et manger trop de sucre, il vaut mieux avoir mangé une côte de bœuf à midi plutôt que du blanc de poulet. La grosse difficulté, ça va être de pas faire un repas toutes les 4 heures. Comme les bébés. Et alors les végétariens, ils font un mélange de protéines. Quand ils prennent à la fois des protéines végétales d'origine céréalière et des protéines végétales d'origine légumineuse, c'est-à-dire ils font le mélange. Alors déjà au niveau composition, ça s'adapte bien, mais en plus, si vous voulez, ça complexifie la digestion et ça permet de rétablir un petit peu cette longueur de digestion, parce que sinon c'est trop court. Et c'est ce qui permet d'être vegan ou d'y Voilà. Mais l'ennui dans cette histoire-là de vegan ou végétarien, et c'est un gros ennui, c'est que on risque d'apporter, et c'est la composition des légumineuses et des céréales qui veut, trop de sucre. D'accord. Et c'est le risque. Okay. Et c'est pour ça que les véganes et végétariens, quand ils mangent quelque part en guillemets mal, ils ont des grosses fesses ou un gros ventre. On trouve bien ça dans tous les régimes, je dirais, pauvres ou même géographiques. On va retrouver riz soja,
Mais ça se voit pas trop. Ça se voit pas trop dans ces pays. Mais ça se voit pas trop dans ces pays. Ça se voit pas trop dans ces pays parce qu'en général, ils ont une activité physique importante. Nous, notre problème, c'est l'activité physique. Quand une personne fait 8 heures de bureau par jour, elle n'a pas besoin d'une quantité importante d'énergie. Et le problème, c'est qu'elle a besoin quand même de protéines. Donc, il y a un équilibre à trouver qui se traduit par le taux de taille. C'est-à-dire si elle grossit trop, il faut... Voilà. Ben oui, mais... Ma marathonien court rarement un marathon. Heureusement. Non, mais ils s'entraînent. Ils s'entraînent plutôt en semi-marathon. Oui, mais... etc. Déjà, ce marathon, c'est pas 500 mètres c'est des gens. Hein. Donc voilà. Mais le problème de la personne qui fait ses 8 heures de bureau par jour, c'est la mesure de son taux de taille. S'il y a un taux de taille qui augmente par rapport aux valeurs que j'ai données, qui est au-delà, c'est un problème de surconsommation d'énergie, donc de l'alimentation. Mais en même temps, il faudra faire attention à garder cette quantité de protéines, parce que c'est le reste de l'organisme qui risque de souffrir. Hein. C'est les dégénérescences à la clé. Ce sera pas le diabète, ce sera les dégénérescences. Protéines, gras et calories. Malicorne, quand il se prépare pour quand il fait son expédition. Il mange, il a des régimes de boules le matin, etc. Voilà. Il a entre 6 000 et 8 000 calories par jour. C'est pour ça que ne peuvent gérer ces problèmes-là que des gens comme les naturopathes qui ont le temps de discuter avec leurs clients pour adapter, parce que c'est personnalisé. Et ça prend du temps. Un médecin, en 5 minutes, c'est impossible. Et puis, il peut donner tous les conseils en prospectus qu'il veut à son patient. Et il n'y aura pas de suivi derrière. Donc, c'est nul. Ça peut être quelqu'un comme un naturopathe ou un thérapeute qui peut intervenir. Le système occidental est vicié par rapport au système chinois traditionnel. Oui, qui n'existe plus, malheureusement. Mais bon. Le médecin à côté était nutritionniste. Déjà, en Inde aussi, avec les Ayurveda. Et ensuite, les gens payaient le médecin du village tant qu'ils étaient en bonne santé. Ils arrêtaient de payer dès qu'ils étaient malades. C'est ce qu'on raconte. Mais ça reste à prouver. C'est ce qu'on raconte. Oui, non, mais je veux dire, l'idée est là. Les effets secondaires qu'on a au niveau de l'allopathie, etc., et ce qui là maintenant est en train de se passer avec cette pandémie ou autre qui en fait est, de mon point de vue, une arme politique, hein, plus qu'un problème de santé. C'est exactement ça. Voilà. Et le problème de l'alimentation est pas près d'être résolu parce que comme c'est un système économique derrière qui est beaucoup plus important ce sont des poids lourds plus importants que le pharmaceutique. Hein. En France, vous avez 10 ou 15 entreprises agroalimentaires et la majorité inconnue. Roquette, vous connaissez Roquette? Roquette, c'est bien plus gros, c'est 4 ou 5 fois plus gros que le plus gros des laboratoires pharmaceutiques français. Mais on n'entend jamais parler. L'agroalimentaire, c'est immense. Chiffre d'affaires mondial, l'alimentation, les armes officielles, Antoine le crime, et après seulement on va voir le pétrole, l'industrie pharmaceutique, etc. Voilà, merci aux survivants. Il en reste. Pourquoi les diététiciennes n'ont pas les mêmes discours? Parce qu'elles n'ont pas la même formation. Et même d'une à l'autre, elles n'ont pas la même formation. J'ai formé quelques diététiciennes à la chronobiologie alimentaire. En général, elles ont explosé, quoi. Ça a marché super. Ouais. Et les diététiciennes classiques, elles font de l'hôpital et elles s'en font complètement. Parce que l'hôpital, non, absolument. Je sais bien.